connais la salle, hein, Thomas, déjà. Et je connais la salle, en effet, puisque moi j'étais là il y a 2 ans au grand débat. Je vais passer la parole très vite à Christophe, qui est à côté de moi, mais vous voyez ici le programme de ce soir. On va rentrer dans l'organisation de cette concertation avec 2 petites présentations. D'une part, celle de la concertation générale, comment est-ce qu'on va se réunir, sous quel calendrier et sous quelle modalité, pour que vous compreniez comment ça va se passer. Et puis, on passera la parole à Monsieur Gosda, qui va nous partager déjà le diagnostic à ce jour, et puis de premières pistes. Et c'est sur cette base-là que la concertation s'engagera dans les étapes qui vont suivre. Voilà. Voilà le programme de la soirée, et donc on est là, on se dit 21h, autour de 21h, à peu près. Voilà. Je vous propose donc de passer la parole à Christophe qui va présenter Coprex. Qui est-on chez Coprex? Voilà, bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Christophe Machu, je suis directeur de Coprex. Coprex, ça veut dire coopérer dans les projets complexes. Nous sommes basés à Venette, au parc technologique des Rives de l'Oise. J'habite à Chauzy-au-Bac et j'ai travaillé chez Continental. Je vous présente juste 2 mots. Et vous savez ce qui est arrivé à l'usine Continental. Et donc en 2009, il fallait retrouver un autre projet professionnel. J'ai repris les études et j'ai rencontré un professeur de l'université de Compiègne, Gilles Le Cardinal, qui avait travaillé avec toute une équipe sur les questions de confiance, les questions de faire équipe, les questions de coopérer et de non-coopération, donc dans des groupes. Et ils avaient mis au point depuis plusieurs années une méthode qui s'appelle Patte Miroir. Cette méthode Patte Miroir, c'est Thomas qui va l'expliquer tout à l'heure. J'ai trouvé ça passionnant. Ayant travaillé dans des grands groupes français, européens, les questions de coopération dans le monde industriel, je peux vous dire que c'est pas inné. On est plutôt souvent là pour régler ses comptes que de s'occuper de ce qu'on a à faire, et encore moins de s'occuper du client. J'ai trouvé ça passionnant, absolument passionnant. Et donc, avec Gilles, on a créé en 2012 cette petite structure qui est à Venette. Et voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Nous travaillons pour des soirées comme celle-ci, des soirées de concertation. On en a fait donc à Quimper, on en a fait une ici il y a 2 ans. Je travaillais pour le SICTOM, pour l'organisation des déchets des ordures ménagères à Paris, avec pas mal de points de vue différents, on va dire ça comme ça. Et on arrive toujours à la fin à une feuille de route. Voilà, c'est parce que la méthode est ainsi conçue, et voilà. Je trouve ça positif, je trouve que cette façon de travailler, c'est la bonne approche, la bonne façon de prendre, je dirais, les problèmes, de faire parler, de faire réfléchir et qu'on s'écoute. Voilà, je trouve ça absolument passionnant et nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, je laisse la parole à Thomas, parce que c'est Thomas le responsable du projet pour Marly. Voilà, alors du coup, moi je vais vous dire un petit mot sur Patte Miroir, une sorte d'ovni, et c'est un mot un peu barbare. Quoi qu'il en soit, alors on est là sur les mobilités douces, il y a un bateau à l'écran. L'image du bateau, elle est assez parlante parce qu'on est sur un même bateau et il faut arriver à trouver ensemble la façon de le conduire, ce bateau, et d'un port à l'autre. Voilà. Comment ça se passe quand on se lance dans un exercice Patte Miroir? Et là, c'est un peu différent de ce qu'on avait vécu il y a 2 ans avec le grand débat. Vous voyez qu'il y a 4 grandes étapes, en plus de celles d'aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des étapes où tout le monde est là à chaque fois. Si je passe cette soirée de ce soir, j'arrive directement ici au 10 novembre, et vous voyez que c'est une soirée en assemblée. Et donc, on attend... on a entre 100 et 150 personnes qui seront les bienvenues pour démarrer cet atelier. Et c'est un atelier extrêmement participatif où on s'exprime. On a des choses à dire sur le sujet. Et le sujet, bien sûr, c'est celui du futur schéma directeur. Je vais revenir là-dessus. Donc on s'exprime. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais y venir après. Une fois qu'on a cette étape-là, on se retrouvera avec un petit groupe. On l'appelait un groupe représentatif, c'est-à-dire pas les 150 ou les 100 ou les 50, peu importe, mais un groupe où il y a un petit peu tout le monde de représenté,
pour pouvoir qualifier tout ce qui aura été dit le 10 novembre, faire un peu la synthèse de tout ce qui a été dit. Donc ça sera un petit groupe le 18 novembre, ça ne concerne pas tout le monde, mais par contre, dans la salle, il y a peut-être des gens qui voudront y participer. Et on voudrait profiter de la soirée pour que vous puissiez nous dire les uns et les autres, tiens, moi ça m'intéresserait d'y participer. Je reviendrai dessus également. Et puis il y aura un deuxième temps d'assemblée, le 7 décembre, un temps de proposition. Autant ici, on s'exprime sur le sujet. Alors, je le dis déjà, qu'est-ce qu'on dira le 10 novembre? On s'exprime au travers de choses qui peuvent nous inquiéter, des peurs, au travers de choses qui peuvent nous motiver, nous intéresser, on a envie que ça ait lieu, que ça arrive dans le cadre du schéma directeur, des attraits. Et puis, il peut y avoir des choses qu'on appelle des tentations, c'est des mauvais comportements, et associés au plan vélo, de la part des uns ou des autres. Et pour construire ce projet ensemble, eh ben, on va essayer de les identifier. Ça, c'est le temps du 10 novembre. Quand on se retrouvera pour un deuxième temps de très grand groupe, qu'on espère vraiment le plus nombreux possible, le 7 décembre, ce sera pour faire des propositions. Qu'est-ce qu'on voudrait embarquer dans le schéma directeur à Margny pour que celui-ci tienne la route et que, comme disait Michel, ce qu'on mette en place, ça soit respecté, ce soit quelque chose qui soit satisfaisant pour tous. Ça, c'est le 7 décembre, donc c'est le temps des idées, des propositions. Et puis il y a un quatrième temps, et ce sera un deuxième temps en petit groupe, c'est un temps de décision. Et là, c'est un comité de pilotage qui se réunit, et ce comité de pilotage, eh bien, il va s'appuyer sur tout le process pour élaborer cette feuille de route, ce schéma directeur. Et bien sûr, à la fin, eh bien, le comité de pilotage va restituer à tout le monde les décisions prises et montrer le lien qu'il y a entre ce que les participants ont pu dire et proposer et puis les décisions qui ont été retenues. Voilà. L'idée, c'est bel et bien d'avoir une feuille de route, quelque chose qui soit un plan d'action avec des délais et puis des gens qui vont porter les actions, et que tout ça, ça permette d'élaborer le fameux schéma directeur. Voilà. Rapidement, je vous montre cette petite image, parce que sans doute la plupart d'entre vous la connaissez. Qui sont ceux qui la connaissent? Ouais, donc la grande majorité. Alors il y a peut-être des gens qui la connaissent pas. Et alors, quand on connaît pas cette image, on peut voir on voit un visage. On voit un visage, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit? Une jolie femme. Oui. Et de quel âge à peu près? Parce que... 75 ans. Voilà, d'accord. Donc une jolie femme de 75 ans. Est-ce que tout le monde voit ça? 25 ans. Donc il y a une différence d'appréciation sur l'âge. Voilà. Bon, évidemment, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que on peut... Pardon? Alors il y en a une qui n'a pas l'air contente. Tout à fait. L'autre, on ne sait pas trop, parce qu'elle tourne la tête. Mais en fait, on s'en fiche de cette image, vous l'avez compris. L'idée, c'est que quand on est sur un projet commun, et il s'agit de construire un schéma directeur des mobilités douces à Margny, eh ben, autant que vous êtes ici, chacun se fait un peu son idée sur le sujet. Chacun voit un peu une dame de 25 ans ou une dame de 75 ans, ou peut-être autre chose aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit chacun quelque chose. Et comment faire dans un bateau, j'en prends l'image de mon bateau, qui est en fait la ville de Margny, comment faire pour que dans cette ville, on se mette d'accord sur ce qu'on voit? Voilà, il y a un schéma directeur qui va arriver, qu'on va faire, mais il va ressembler à quoi? Et en fait, c'est ça la question. Parce que si on ne se met pas d'accord ensemble, et c'est là la concertation, si on ne se met pas d'accord ensemble sur ce qu'on voit, sur ce qui nous préoccupe, sur ce qui nous motive, il y a peu de chances qu'on arrive à prendre des décisions qui soient satisfaisantes pour tous. Ça, c'est sûr. Parce qu'on ne va pas se comprendre. Et puis si on ne se comprend pas, je fais appel à une autre référence culturelle importante. Vous connaissez Lucky Luke? Hein? Ça, c'est dans les rivaux de Painful Gulch. Et vous voyez cette assemblée, cette concertation participative, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'à table, il n'y a pas que des couverts et des bonnes choses à manger. Voilà, il y a des flingues. Et il y a des fusils sur la table, il y en a même sous la table, si vous regardez bien. Autrement dit, voilà, on va discuter, mais attention, hein, il y a des choses, il y a peut-être déjà des choses qui sont clairement, qui font un peu des casus belli entre nous, là, de l'hostilité, et puis il y a peut-être des choses qu'on se dit pas, mais en fait on n'en pense pas moins. Et ça c'est normal, je veux dire, c'est la situation de
de la plupart des projets, et c'est normal qu'il puisse y avoir des sujets comme ça. Mais évidemment, l'idée, c'est pas d'en rester là. Et c'est pour ça que Pattes Miroir arrive pour donner un coup de main et faire en sorte que d'une situation complexe, parce que on est, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus complexe qu'un projet pour une ville? C'est quand même pas rien. Eh bien, comment faire pour trouver les justes réglages en ayant eu le souci d'associer le plus largement possible les parties, de s'écouter, de s'exprimer, et de pouvoir entendre ce que les uns et les autres ont à dire, de pouvoir se mettre d'accord sur ce qui est important, et puis du coup de pouvoir prendre des décisions qui soient cohérentes, qui soient pertinentes, qui répondent aux besoins. Et bien c'est ce qu'on va faire, et c'est à ça que la méthode est destinée. Voilà. Très rapidement, il y aura 2 grandes parties. Les 2 premières étapes, donc jusqu'au 18 novembre, donc le 10 novembre, grande assemblée, et puis le 18 novembre, petit groupe. Et ben, le but, c'est de faire ensemble, de se baser sur le diagnostic technique d'ISR, et puis d'y associer tout ce que vous allez dire le 10 novembre. Et de faire le point finalement sur c'est quoi les sujets que ce schéma directeur pose à la ville, et nous pose. Donc c'est un diagnostic. Voilà. Et puis derrière, la deuxième étape, le 7 décembre, et puis au mois de janvier, prise de décision, c'est comment on s'en sort. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour que, de tout ce qu'on aura vu ensemble, on trouve des réponses qui soient satisfaisantes pour tous? Voilà. Bon, je passe, mais c'est un peu parlant. Voilà, c'est faire un projet qui ait du sens et qui rassemble. Si les violonistes ne connaissent pas la partition de ceux qui jouent de la flûte traversière, ça ne va pas le faire. Si on n'est pas conscient des contraintes des services techniques, mais qu'on ne connaît pas aussi les aspirations des cyclistes et on ne tient pas compte des besoins des personnes âgées et des commerçants, etc., le concert risque de ne pas être terrible. C'est ça qu'on va essayer de travailler. Voilà, alors de quoi est-ce qu'on va avoir besoin pour avancer? Il nous faut un cap, il nous faut une finalité. Je vais revenir sur la finalité, mais c'est le but qu'on cherche à atteindre, ensemble. On va revenir là-dessus. Il nous faut aussi ce qu'on appelle des points de vue, des parties prenantes si vous préférez. Mais tous autant que vous êtes ici ce soir, sans doute derrière, il y a des parties prenantes que vous représentez, et vous pouvez être dans plusieurs parties, en fait. On peut être automobiliste et cycliste. Je pense que beaucoup d'entre nous le sommes. Mais il peut y avoir des commerçants, et tout le monde n'est pas commerçant. Il peut y avoir des âges différents, des écoliers et des personnes âgées, ben voilà. Bref, des points de vue. Et puis, au-delà de ça, il peut y avoir des acteurs institutionnels aussi, qui ont un rôle à jouer. Il peut y avoir l'environnement de Marigny, etc. Et tous ces points de vue n'ont pas à eux seuls la vérité vraie. Il y a besoin d'être connectés ensemble pour voir la photo globale, quoi. Pour voir la photo globale. Et puis, il faut des participants, et vous êtes là ce soir. On est très heureux que vous soyez donc à peu près une 50aine, et vous avez entendu, on a prévu qu'on puisse être 3 fois plus nombreux, donc c'est la veille des vacances, voilà, mais le 10 novembre, ça sera plus la veille des vacances, alors d'accord, ça sera la veille du 11 novembre, mais on a le temps de se préparer quand même pour qu'il puisse y avoir un certain nombre de gens qui soient là. Eh bien, je reviens sur le cœur de la méthode. Les 20 ans de recherche à l'UTC, juste à côté, ont montré que exprimer pour des acteurs qui sont réunis autour d'une table et qui ont un projet commun, eh bien, la cohésion de l'ensemble va passer par partager les peurs possibles. Les peurs possibles, c'est-à-dire tout ce qui fait que devant le projet de schéma directeur des mobilités douces, eh bien, les uns et les autres peuvent avoir des inquiétudes, des préoccupations, des choses qui font que ça ne va pas le faire. Des peurs possibles. Eh bien, faisons le point des peurs possibles des uns et des autres. Deuxièmement, faisons le point des attraits. Tout ce qui est hyper motivant, qu'on a envie de réaliser, que ce projet nous donne l'opportunité de faire, et les envies des uns ne sont peut-être pas les envies des autres. Mais c'est intéressant de les connaître. Et puis, troisième pied du tabouret à 3 pieds, là, les tentations possibles, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous les comportements que nous, les uns les autres, on pourrait avoir dans ce projet-là, qui va nuire à l'efficacité de l'ensemble, qui fait qu'on ne va pas y arriver à faire ce schéma directeur, ou alors que ça va être foireux, ou alors qu'on va rater quelque chose. Les comportements qui font que
dans cet espace qu'on a envie de vivre, dans lequel on doit vivre ensemble et on a envie que ça se passe le mieux possible, et ben des comportements qui feraient que ça se passe pas bien, justement. Les tentations. Voilà. Alors, c'est quoi la finalité? On l'a formulée de la manière suivante. Je vous la lis. Enrichir, améliorer ensemble le schéma directeur des circulations douces. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh ben, le vélo, les trottinettes, les piétons, pour résumer, pour un partage harmonieux, convivial, approprié et sécurisé de l'espace public à Margny. C'est ça qu'on veut faire. Voilà, on a dit en une phrase ce qu'on voulait faire de ce projet pour lequel vous êtes venus ce soir. Voilà notre finalité, c'est ça la cible. Et puis je disais, deuxième ingrédient, il nous faut des points de vue. Alors quels sont les points de vue qu'on a identifiés? Alors, en fait, il y a plein d'acteurs, mais on a essayé de les regrouper. Et on a fait sortir 5 grands points de vue. Le premier point de vue, eh ben, on l'a appelé les usagers des mobilités douces. Quelque part, il y a les cyclistes, et il y a des associations qui vont promouvoir l'usage du vélo, et elles sont là-dedans. Il y a des trottinettistes, oui. Il y a des piétons. Il y a des personnes âgées ou à mobilité réduite. On parlait d'accessibilité, et c'est vraiment aussi un des enjeux. Et puis, on parlait des jeunes, il y a les écoliers et leurs parents aussi, qui vont, on le sait bien, il y en a plein qui sont à vélo. Et c'est très bien. Mais par contre, on n'est peut-être pas toujours très serein sur le fait qu'ils partent en vélo le matin, ou qu'ils reviennent le soir. Et bien voilà. Donc, voilà, premier point de vue, je suis usager d'un de ces moyens-là. Deuxième point de vue, à votre avis, ce sera lequel? Les voitures, bah oui. Donc on a dit les usagers des mobilités motorisées. Voilà, les automobilistes, les motards, mais il y en a d'autres aussi, mais pour faire simple. Et le point de vue des uns n'est pas le point de vue des autres. Pourtant, on peut être dans les deux. Hein. Voilà, moi je fais du vélo et j'ai une voiture. Donc je peux me mettre à la place des uns et des autres. Mais c'est pas le même point de vue, évidemment. Troisième point de vue pour faire ce schéma directeur, eh bien, c'est celui de la mairie. Et dans la mairie, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, dans le désordre, la police municipale qui a fort à faire avec les uns et les autres. Voilà, et qui est garante du fait que l'espace public, on respecte la règle une fois qu'on est dessus. Ok. Les services techniques qui vont avoir du travail à l'issue de cette concertation sur des aménagements, bien. Le conseil municipal qui a décidé d'aller sur cette voie-là, et puis aussi le CCAS qui a aussi un impact sur le sujet. Bref, ce point de vue de la mairie qui est un point de vue différent des deux premiers, tout à fait. Quatrième point de vue, on l'a appelé celui des résidents et des professionnels, parce qu'il y a des gens à Margny qui habitent la ville. Et puis il y a ceux d'aujourd'hui et il y a ceux de demain. Il y a aussi les habitants qu'on espère voir arriver un jour. Il y a quelqu'un qui se connecte. Il faut le laisser entrer. Alors oui, on est aussi en Zoom pour que les gens qui n'étaient pas dispo ce soir puissent suivre. Donc je disais, il y a des habitants aujourd'hui, et puis il y a des générations futures aussi. Je suis très contente qu'à Margny, il y ait un super schéma directeur des mobilités douces. Il y a des commerçants, il y a des entreprises, il y a des transporteurs et des livreurs, il y a les transports publics, il y a les camions poubelles qui passent dans les rues, et puis il y a pompiers, ambulances et services d'urgence qui ont besoin aussi de l'espace public à un moment donné. Donc voilà, professionnels et habitants, on va résumer. Et puis, dernier point de vue, je disais tout à l'heure que vous n'êtes pas tout seul à Margny, en effet, Margny n'est pas seul au monde, et il y a des partenaires. Premier plan desquels, on trouve l'ARC. L'ARC a un rôle à jouer dans tout ça, évidemment. Donc l'ARC fait partie des partenaires. Mais il y a aussi des financeurs, l'ADEME en particulier. Il y a le département qui va regarder peut-être ce que fait Margny. Tiens, il se passe quelque chose à Margny, et puis il y a des choses aussi de responsabilité. Et puis il y a les écoles. On s'est dit, tiens, les écoles, c'est aussi des partenaires dans cette optique-là. Voilà. Donc là, on a essayé de brosser l'ensemble des acteurs et de les regrouper. Et donc, vous voyez qu'on arrive à 5 points de vue. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai bientôt fini. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va marcher? Quand on va se rencontrer le 10 novembre, nous aurons cette première esquisse. Et Monsieur Gosda, tout à l'heure, va prendre la parole pour présenter cette première esquisse. Le 10 novembre, elle sera là, et vous aussi. Voilà, on sera réunis, et on espère nombreux.
Eh bien, la question le 10 novembre, ce sera d'identifier ensemble, en se mettant à la place des 5 grands points de vue, donc en se mettant à la place des cyclistes, pour faire court, en se mettant à la place des automobilistes, de la mairie, des habitants et des professionnels, et des partenaires, eh bien, d'identifier pour chacun les peurs, les attraits, les tentations que cette première esquisse suscite. Et les peurs des uns sont peut-être pas les peurs des autres. Et c'est pas parce que je suis, par exemple, de l'Arc que je vais être le seul à parler. Non, on sera tous invités à se mettre à la place des partenaires. Et si on était des partenaires, l'Arc, les écoles, etc., ben, quelles seraient nos peurs? Quels seraient nos attraits? Quelles seraient nos tentations? Voilà comment on va faire. C'est l'aspect miroir. Alors l'aspect miroir, il arrive grâce à ça. Le grand truc de cette soirée-là, c'est d'essayer de se mettre à la place les uns des autres. Et pas que je suis cycliste, donc je parle en tant que cycliste. Bien sûr, on le fera, mais pas que. Voilà. Et tout le monde n'est pas à la mairie, que je sache. Et pourtant, on va essayer de se mettre à la place de la mairie. Et c'est quoi le point de vue de la mairie sur ce schéma directeur? C'est quoi les peurs, les attraits, les tentations? Je suis automobiliste, c'est quoi peur, attrait, tentation vis-à-vis de ce qu'on cherche à faire? Voilà. Donc ça, c'est le 10 novembre. Et vous voyez bien qu'il y aura besoin que vous soyez là pour dire les sujets. C'est l'occasion de mettre sur la table. Et ce sera l'occasion de le faire aussi bien par rapport à des grands principes, et M. Gosda va nous donner un certain nombre de grands principes qui pourraient structurer ce futur schéma directeur, comme des sujets hyper localisés liés à la topographie de Margny, parce que rue machin, il y a peut-être quelque chose qui fait peur, ou au contraire. Voilà. Comment est-ce qu'on fera ça le 10 novembre? Il y aura un cadre. Hein, vous vous doutez bien que si on est 50 ou 100 ou 150, il faut quand même un peu des règles. Et ça, nous, Coprex, on va vous en proposer quelques-unes. La première chose, c'est que, comme on sera très nombreux, il est probable qu'on se base beaucoup sur des post-it un peu particuliers qu'on vous donnera ce soir-là. On fera aussi sans doute un peu de prise de parole, mais il y a des règles pour les deux cas. La première chose, c'est de répondre à chaque fois aux peurs et tentations. C'est de faire des phrases courtes. Peur de quelque chose, à tel endroit. Ou un attrait, une motivation pour quelque chose qui pourrait se mettre en place ou qui est déjà en place, c'est super, on vous en voudrait plus. Ou la tentation de tel point de vue de faire ceci ou de faire cela. Voilà. Tous les sujets pourront être abordés. Il n'y a pas de sujet tabou. Du moment qu'on est dans le périmètre du schéma directeur de Margny. Il n'y aura pas de sujet tabou. Et en plus de ça, il n'y a pas besoin de se justifier. Il n'y a pas besoin de dire « Ah, mais j'ai peur de machin parce que dans l'historique des 2 années, il y a eu ça, etc. » Non, pas besoin. Peur de quelque chose. Et on est précis. Et plus on est précis, mieux c'est. Si jamais on utilise un peu d'oral, mais ce sera sans doute un peu limité, eh bien là c'est pareil. On ne peut pas garder le micro pendant 5 minutes. C'est peur de quelque chose, attrait pour ceci, etc. Et l'idée, c'est vraiment le plus important, c'est que ce soir-là, c'est vraiment une soirée où on va beaucoup s'écouter. On va beaucoup plus s'écouter que prendre la parole finalement. Par contre, on va entendre beaucoup de choses. Et c'est ce que vous allez dire. Je ne l'ai pas dit, mais si c'est par écrit, et ça sera une bonne partie par écrit, on ramassera les post-it au fur et à mesure et on les lira. Ça permettra que tout soit dit. Et ce qu'on n'aura pas eu le temps de dire, eh bien ce sera rentré. Parce que je ne l'ai pas dit, tout ce qui sera écrit et dit sera affiché et pris en note. Voilà, ça c'est le 10 novembre. Et donc très très important de comprendre que ce soir-là, il n'y a pas de débat. Il ne sera pas question ce soir-là de dire, de passer un quart d'heure sur un sujet. C'est pas du tout le moment. C'est pas du tout le moment. Par contre, ce sera le moment de mettre sur la table tout ce qu'on a envie que le schéma directeur embarque ou suscite. Voilà. Donc le 10 novembre. Et puis vous serez invité, juste après, vous allez recevoir un mail. Donc il faut pour ça qu'on ait vos coordonnées, évidemment, mais normalement, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'oubliez pas de le faire avant de partir. En tout cas, il nous faut des adresses mail parce que vous allez recevoir un mail avec tout le contenu de la soirée du 10 novembre. Toutes les peurs, attraits, tentations qui auront été dites, et il y en aura un certain nombre, vous allez les recevoir. Et comme le 10 novembre, on peut dire que ce sera un peu un vrac, eh bien, il faut mettre de l'ordre dans ce vrac. Et de l'ordre avec de l'intelligence collective. Eh bien, vous allez recevoir ce mail, vous allez tout recevoir, et vous serez invité à mettre des notes.
telle phrase, je la trouve hyper importante, je lui mets une note forte, je mets 8, 9, 10. Telle autre phrase, vraiment je trouve que c'est du pipeau, pas du tout, c'est pas du tout ça, n'importe quoi. Et vous comprenez pourquoi c'est pas le soir du 10 novembre qu'on dira que c'est n'importe quoi. Vous le ferez en mettant une note. Et donc vous mettrez 0, 1, 2, 3. Et puis si vous savez pas trop, 4, 5, 6. Si tout le monde fait ça, s'il y a 150 personnes qui donnent des notes, eh bien ça va nous faire un énorme résultat, parce que ce travail individuel, qui de plus sera anonymisé, eh bien, va produire un classement. Tout d'un coup, ce sera plus du vrac. Il y aura des sujets qui seront en tête de liste. La phrase numéro 1, c'est celle où tout le monde aura mis 8, 9, 10. Et là, ça sera intéressant de savoir laquelle. Et à l'inverse, il y aura la numéro tout en bas du classement. Bref, on aura quelque chose de hyper ordonné. Qu'est-ce qu'on fera après avec le petit groupe représentatif dont j'ai parlé? Donc là, ce ne sera pas tout le monde. Eh bien, on mettra de l'ordre à tout ça. Hein, on sera quelques-uns, ou peut-être une douzaine, aux alentours, plus ou moins. Mais l'idée, c'est qu'on ait un petit peu de tout avec les 12 personnes. Et là, eh ben, on regardera le classement général issu du 10 novembre et des notes. Et puis, on va essayer d'y mettre de l'ordre. On verra, tiens, ça parle de ça. Ça parle de ça. Là, il y a un sujet là-dessus. Et petit à petit, on va voir arriver des sujets de préoccupation, des sujets qui vous tiennent à cœur. Et il y a des sujets plus importants que d'autres au vu de la notation collective. Et là, on verra. Et on verra des choses où il y a beaucoup d'attrait, des thèmes où il y a beaucoup d'attrait, alors qu'il y a des thèmes où il y a beaucoup de peur, peut-être. Donc il y a des thèmes qui seront en blocage, il y a des sujets générés par cette concertation, où on va voir clairement qu'on est en blocage, on n'a pas envie d'y aller. Il y a quelque chose qui nous inquiète. À l'inverse, il y a des sujets où on a très très envie d'y aller. Et puis il y a des sujets où, alors là, c'est, comment on dit là, le western, en vrai, vous m'avez compris, des sujets où on est prêt à s'enfariner mutuellement. Voilà. Donc on verra tout ça. Le travail du 18 novembre, il va déboucher sur des thèmes qu'on va déterminer sur la base de ce que vous aurez dit le 10 novembre. Mais on le fera avec un petit groupe. Et puis arrivera la deuxième assemblée du J3. Oui, ça c'est la même chose. Donc je répète juste sur le 18 novembre, 18h, 22h, pareil, s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés d'y participer, signalez-le à Michel ou à Nicolas pour qu'on puisse savoir sur qui compter. Et arrive la deuxième grande assemblée le 7 décembre. Et là, on espère être encore plus nombreux que le 10 novembre. Parce que là, c'est le temps des propositions. Mais pas n'importe comment, des propositions thème par thème. On aura, je ne sais pas moi, entre 20 et 30 thématiques. Et sur ces thématiques, il faudrait qu'on trouve des solutions. Vous voyez, c'est l'idée de trouver ce soir-là des idées les plus concrètes possibles. Concret ne veut pas dire raisonnable. Il peut y avoir des idées un peu folles. Parce que les idées un peu folles, elles peuvent nous permettre de voir les choses un peu autrement pour le futur. Donc, par contre, ce qu'on attend, c'est des idées concrètes. Et là, on vous fera travailler en petits groupes autour des sujets. Voilà. Et de la même manière, eh bien, une fois qu'on aura eu plein d'idées de votre part ce soir-là, on vous les renverra à nouveau pour que vous puissiez à nouveau mettre des notes. Parce qu'il y a peut-être des sujets, des idées qui plaisent et d'autres qui ne plaisent pas. Et on ne pourra le savoir qu'avec des notes. Donc on vous invitera à nouveau à noter ces idées. Voilà. Et ces idées priorisées, ça permettra au comité de pilotage au mois de janvier de prendre des décisions pour que ce plan, ce schéma directeur des mobilités douces soit finalisé. Et qu'il ne soit pas finalisé, comme disait M. Hedal tout à l'heure, tout seul dans leur coin à la mairie, pas finalisé tout seul avec le cabinet ISR qui est l'expert du sujet, mais avec tout le monde. La mairie, ISR et vous. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc là, eh ben, pareil, il y aura un copil de constitué, alors, c'est-à-dire une sorte d'équipe de direction de projet en fait. Et donc avec plutôt des gens, des élus et des services techniques, bien sûr, avec ISR aussi, mais aussi à des personnes de l'extérieur, de Margny, qui voudraient faire partie de ce copil. Et donc c'est pareil, il faudrait se signaler auprès de Michel et Nicolas, et puis on verra comment on le fait, ce copil. Mais en tout cas, voilà comment il va marcher. Et puis il y aura la restitution de tout ça au mois de février, donc prise de décision en janvier, en février, restitution à tous les participants et puis tous ceux qui s'intéressent, eh ben c'est quoi le schéma directeur retenu.
Voilà. Ça va? Eh ben, donc si je résume comment ça va marcher tout ça, et je vais passer la parole à Monsieur Gosda. Ce soir, maintenant, on va vous présenter, ISR va vous présenter le résultat du diagnostic initial, et qu'est-ce que ça peut donner comme source d'inspiration pour la suite. Il y aura, après cette soirée, un dossier disponible que vous pourrez consulter, qu'on mettra en ligne vraisemblablement au milieu de la semaine prochaine. Il sera consultable jusqu'au 10 novembre, vous pourrez vous y référer. Et enfin, prochaine étape, le 10 novembre, le moment où on pourra se mettre devant ce projet et exprimer les peurs à tentation de l'ensemble des 5 points de vue. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va? Très clair. Bon, s'il y a des questions, on y reviendra, il y aura un tas d'échanges qui est prévu. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Armand Gosda du bureau d'études ingénierie sécurité routière. Alors moi je vais devoir m'asseoir pour des problèmes techniques de présentation du PowerPoint. Alors ingénierie sécurité routière, c'est un bureau d'études qui est à Compiègne, rue du Petit-Marny, donc on est voisins, on connaît bien la commune. Et on était aussi au PTRO il y a quelques temps. On est aussi à Pau, c'est un bureau d'études de 5 personnes qui est en train de grandir parce qu'on a beaucoup d'études en ce moment, notamment sur ce sujet. On a 27 ans d'expérience et on fait à peu près des plans vélo depuis une vingtaine d'années, 22 ans. Je participais ce matin à une conférence de presse en Normandie pour le démarrage d'un schéma directeur vélo pour une commune nouvelle sur le territoire du Mont-Saint-Michel. Alors, je vais essayer de lancer le... Alors, ça, c'est la... Donc, j'ai deux PowerPoint. Le deuxième, il est où? Vous l'avez fermé, peut-être? Il est caché où? Voilà, c'est ça. C'est bon? Parfait. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un regard de technicien, effectivement, sur le sujet, sur ce qu'on a déjà. Il y a déjà pas mal de choses qui existent, notamment, M. le maire a parlé des doubles sens cyclables, enfin, tout le monde les connaît sur la commune. Il y a pas mal de choses très intéressantes. On a regardé ça avec un regard très objectif, de technicien, d'ingénieur. On a plusieurs ingénieurs, Ville de Paris, des géomaticiens, des cartographes également, qui sont passionnés par le sujet de la mobilité et du vélo. Et on va donc vous présenter notre regard. Alors la coopération entre les usagers, dont on a beaucoup parlé, M. le maire a commencé par en parler, il a parlé aussi de responsabilité pénale. Bien, tout ça, c'est le code de la route, normalement, qui est censé organiser tout ça, comment on règle les problèmes, les conflits entre les cyclistes, les automobilistes et tous les autres usagers, c'est le code de la route. Et puis la façon dont on fait des aménagements aussi, c'est quelque chose qui est codifié. On ne peut pas faire n'importe quel aménagement, donc il y a des règles techniques, il y a des recommandations techniques, et un maire peut être amené, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, à expliquer devant les juridictions pourquoi il n'a pas suivi une recommandation technique. Donc réaliser des aménagements vélo, ça nécessite, on peut innover, mais on ne peut pas inventer des aménagements. Je trouve que depuis quelques années, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses qui sortent, parce que la dynamique, elle est en route, elle est là, tout le monde a envie de faire du vélo, et la première raison pour laquelle on n'en fait pas, c'est la sécurité routière. Donc notre bureau d'études spécialisé sur ces questions depuis 30 ans, vous comprenez bien l'intérêt qu'il a à travailler sur ces sujets-là, et l'intérêt que trouvent aussi les collectivités à avoir notre regard, parce que les accidents, finalement, les accidents de vélo par exemple, sont très bien décrits depuis longtemps dans le monde entier, en termes de scénarios, comment ça se produit un accident de vélo, quels sont les scénarios d'accident de vélo. Nous, c'est notre matière première, c'est à partir de ça qu'on travaille pour proposer, réaliser des aménagements qui ne soient pas dangereux. Donc je vais vous présenter notre regard sur la commune, sur les aménagements existants, sur les aménagements manquants éventuellement, un regard sans concession, vous m'en excuserez par avance, mais c'est plutôt quand même très positif tout ce qu'on peut trouver sur la commune. Et puis après, je vais essayer très vite de vous donner la parole, parce que c'est votre regard à vous que je qualifierais d'expert en vie quotidienne. Vous avez parlé d'experts, mais on a tous les experts en vie quotidienne qui sont là. Et donc, vous connaissez mieux que moi la commune, même si je la connais bien. Et donc, votre pratique au quotidien d'automobiliste, de cycliste, de piéton, de trottinettiste, si vous en faites, voilà, nous intéresse pour alimenter notre diagnostic, pour bien comprendre, voir des choses qu'on n'aurait pas vues, et ensuite pouvoir avancer sur des propositions. Et tout au long des différentes étapes qui vous ont été présentées, il y a quelqu'un dans l'ordinateur? Tout au long je serai là pour vous aider à
à réaliser ces aménagements que vous souhaiterez réaliser, mais toujours dans un cadre qui est défini par le code de la route. Alors le code de la route, vous voyez, c'est une annexe. Enfin, ce qui définit les aménagements, c'est souvent, par exemple, la signalisation, c'est l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. La pose d'un panneau, la pose d'un marquage au sol, c'est réglementé. Cette instruction, elle fait partie du code de la route. Et le code de la route, c'est une annexe du code pénal. Vous voyez, donc on est, comme le disait Monsieur le maire, dans la responsabilité. Quand on fait des aménagements, quand on fait des marquages, quand on met des panneaux, on engage sa responsabilité. Donc on vous aidera, avec nos ingénieurs, à réaliser ça dans les règles de l'art. Je vais passer très vite pour essayer de gagner du temps sur des cartes. Je vais vous montrer deux visions, une vision macro à l'échelle de la commune, et puis ensuite une vision microscopique à l'échelle des rues. On est passé dans toutes les rues à vélo avec nos ingénieurs, et avec des caméras sur le casque, sur le vélo, pour essayer de collecter un maximum d'informations qu'on a retranscrit dans un reportage photo que vous allez voir. Donc d'abord une vision d'ensemble. On est donc sur la couronne de Compierre. C'est la commune la plus importante après Compiègne de l'Arc, et c'est aussi la commune qui a la plus forte densité de population, avec 1279 habitants km². Donc ça, c'est particulièrement intéressant, la proximité de Compiègne et la densité de population pour développer le vélo, puisqu'on est tout proche de la gare. On est à Marny. Les Margnotins sont à 1 heure de Paris sans voiture, à pied, à vélo. Vous allez rejoindre la gare, et on est à Paris. Donc c'est extrêmement intéressant de développer ces mobilités douces, ces mobilités décarbonées. Donc des cartes qui situent la commune par rapport aux communes voisines, par rapport au réseau routier également, qui est évidemment important. Il y a la coupure que représente l'Oise et la voie ferrée, qui va couper en quelque sorte la commune de Compiègne, avec des passages obligés sur les ponts, et c'est pas facile de cohabiter sur des ponts avec des cyclistes, des automobilistes, avec des vélos cargo, comme il y en a un magnifique garé devant. Voilà. Ça, c'est toutes les rues qu'on a explorées en vélo avec nos ingénieurs, avec des caméras, et pour lesquelles on va pouvoir dialoguer, restituer. On a regardé bien entendu les arrêts de bus qui sont principalement sur des routes départementales. Donc la structuration du réseau viaire de la commune, c'est principalement 3 départementales, autour desquelles on va retrouver beaucoup de commerces, qui vont donc générer une demande de stationnement importante. Le stationnement, c'est aussi un sujet pour le vélo. Une ouverture de portière, par exemple, peut être un danger pour les cyclistes. De bus, donc je passe assez vite parce que tout ça vous connaissez, ça va nous faire gagner du temps. Les aménagements vélo existants, finalement, on les retrouve plutôt au bord de l'Oise aujourd'hui, donc avec une vocation loisir, une vocation promenade, mais pas une vocation de déplacement utilitaire. Je vais à l'école à vélo, je vais au collège à vélo, je vais au lycée à vélo. Eh bien, il manque des connexions, il faudra trouver des connexions, et la collaboration avec l'Arc, avec la ville de Compiègne, sera bien entendu très importante pour ça. On a regardé les établissements scolaires, leur localisation, parce que bien entendu, pouvoir aller de n'importe quel quartier vers ces établissements scolaires, ça sera un enjeu des réflexions. Donc vous avez le collège en jaune, les écoles qui sont représentées en vert, les lycées qu'on va retrouver sur Compiègne en rouge. Les commerces également génèrent des déplacements. On a donc les commerces alimentaires en vert, les commerces en bleu, les entreprises et les industries. Aller travailler à vélo, mettre dans la boucle les entreprises pour qu'elles encouragent l'écomobilité pour aller travailler. On parle aussi d'écomobilité scolaire. C'est d'ailleurs dans les programmes de l'éducation nationale depuis 2014. On a regardé les différents itinéraires. Vous connaissez cet outil Google qui nous permet à partir d'un point d'en rejoindre un autre. Et à chaque fois qu'on veut rejoindre le collège, par exemple, depuis différents quartiers de la commune, eh bien on passe très souvent, on nous propose de passer par des axes importants qui sera nécessaire d'aménager, ou en tout cas qu'il faudra regarder. Ça, c'est la même chose pour aller au lycée qui sont à Compiègne. On est obligé de franchir l'Oise, mais on retrouve souvent les mêmes itinéraires qui sont effectivement pour aujourd'hui assez fréquentés par les voitures. Alors si on regarde une carte iso-distance de 5 km autour de la mairie de Marny-les-Compiègnes, on s'aperçoit que toute la commune est englobée dans ce périmètre. Ça veut dire que vraiment, véritablement, on peut tout faire à vélo à Compiègne, à Marny-les-Compiègnes, en partant du centre-ville, ou pour aller vers le centre-ville. Enfin, ce sont des distances qui sont très faciles à faire à vélo, et le vélo électrique est en plein essor, et même en rupture de stock, plutôt un peu partout, permet d'augmenter encore cette distance. Ici, une carte isochrone, vous voyez toujours en partant de la mairie qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes, en 10 minutes ou en 15 minutes à vélo. Donc on voit bien qu'on couvre un périmètre en 15 minutes à vélo, très important de l'agglomération, et donc on pourrait faire beaucoup de déplacements. Mais encore une fois, la première cause de non-utilisation du vélo,
ça va être la sécurité, hein, c'est quand on interroge les gens. La deuxième, ça peut être le stationnement du vélo. Si je prends mon vélo pour aller à la boulangerie ce matin, tiens, il fait beau, où est-ce que je vais le garer? En plus, j'ai un beau vélo, il est électrique, donc il a une certaine valeur, j'ai envie de retrouver tous les morceaux en sortant du commerce. Et si je n'ai pas de réponse à cette question, où est-ce que je vais garer mon vélo? Eh bien, je prends la voiture, et donc je ne prends pas mon vélo. Ça, c'est l'essence unique. On a la chance, je trouve que c'est une chance parce que vous avez déjà commencé à expérimenter, là, ça c'est le côté expérimental de la commune, les doubles sens cyclables. C'est très intéressant. J'imagine que vous avez un retour d'expérience, enfin, vous nous le direz, mais en tout cas pour les élus, sans accident. On a depuis très longtemps. Moi, quand j'ai démarré mon bureau d'études en 1993 pour me former, vous vouliez dire quelque chose, monsieur le maire? Non, je dis que ça marche. J'ai de bons retours finalement et ça se passe. On va vous le remettre. Hein. Ouais. Je vais peut-être vous laisser un micro, monsieur le maire, si vous voulez réagir. Oui, monsieur. Et donc ça va être très intéressant, on le verra tout à l'heure, c'est sens unique, parce qu'effectivement, rouler en contresens de la circulation générale, certaines personnes peuvent trouver que c'est dangereux. Je ne pense pas que ce soir on aura beaucoup de personnes qui pensent ça, parce que je pense que c'est tous des pro-vélos. Mais en réalité, on est face au danger, donc il n'y a absolument aucun danger. En 93 à Strasbourg, je suis allé à peu près à la même époque, c'était au mois de novembre. Il faisait 0 degré, tous les parkings à vélo de Strasbourg étaient pleins. J'y suis allé pendant une semaine pour apprendre un petit peu mon métier, parce qu'on me demandait de faire des études sur ce sujet-là. Et donc j'ai loué un vélo, ça m'a coûté l'équivalent de 2 € la journée, mais tous les parkings à vélo étaient pleins. Je ne pouvais pas garer mon vélo à Strasbourg tellement les parkings étaient pleins. Pourtant il y en a beaucoup. Donc pour ceux qui connaissent Strasbourg, il n'y a pas de voiture dans le centre-ville de Strasbourg, il y a des bus, des piétons et des vélos. Et voilà, donc l'essence unique, déjà à l'époque, il y avait la possibilité à Strasbourg de circuler en sens interdit. Il y avait juste un panonceau, sauf cycliste, en dessous des sens interdits. Et surpris par ça, en 1993, j'ai demandé à monsieur Vélo de Strasbourg, monsieur Marchal, c'est pas dangereux de rouler en sens interdit à vélo? Il me dit, bien sûr que non, on est face au danger, on n'a jamais eu de problème, et ça faisait très longtemps qu'ils avaient ça. Donc vous avez fait cette expérimentation, et puis comme on le verra tout à l'heure, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très, très développé, qui se développe. Pardon? Les piétons? Oui, oui. Aussi, on a le droit de marcher où on veut. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Oui, quand on marche, oui, vous avez raison, bien sûr, évidemment. Quand on marche dans une rue, quand on marche sur une route, hors agglomération, on marche à gauche, vous avez tout à fait raison, excusez-moi, je n'ai pas compris votre remarque. Et on nous dit d'ailleurs, hein, on nous recommande de marcher à gauche, c'est-à-dire de marcher face au danger. Donc c'est exactement la même logique. Et pour aller plus loin que ce que vous dites, on voit même des gens faire du vélo sur des 4 voies en contresens de la circulation. Parce que d'abord c'est dangereux, mais parfois c'est autorisé de faire du vélo sur une 4 voies. Je parle de l'île de la Réunion par exemple, où vous étiez il n'y a pas longtemps. On a observé ça et on se demandait pourquoi les gens roulaient sur la bande d'arrêt d'urgence à contresens, et bien parce qu'ils étaient face au danger. Donc vous voyez, même quand ça roule très vite et que c'est pas prudent de faire du vélo à cet endroit-là, les gens se mettent en contresens. Juste pour dire quand même que bon, au moment où effectivement on a mis ces vélos, enfin je veux dire le vélo à contresens, évidemment, c'est vrai que ça change un peu le comportement aussi des automobilistes. Hein. On est plutôt sur une circulation beaucoup plus apaisée. Bien sûr, ça ralentit. C'est très important, je crois que. C'est très intéressant. Tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de conflits, mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ça participe à l'apaisement, bien entendu. Les gens, il faut communiquer. Peut-être vous communiquez pas assez par des marquages au sol avec des logos vélo, des flèches, pour rappeler aux gens en permanence qu'il y a des cyclistes dans les deux sens de circulation. Donc ça fait partie des remarques qu'on va vous faire. Mais effectivement, ça ralentit. On roule moins vite dans une rue avec un double sens cyclable parce qu'on sait qu'on va rencontrer des cyclistes. Ou qu'on peut rencontrer des cyclistes. Donc ça participe à l'apaisement, et c'est très intéressant. On a regardé les mobilités professionnelles avec des données de l'INSEE, où vont travailler les gens depuis Marny, d'où viennent les gens qui travaillent à Marny, les gens qui travaillent à Compiègne, d'où ils viennent. On voit qu'ils passent aussi, vous voyez, le gros trait rouge, c'est des gens qui arrivent de Noyon, qui viennent travailler sur Compiègne, qui vont passer par Marny, qui vont longer la voie ferrée. Donc toutes ces informations, toutes ces données, on peut les collecter auprès de l'INSEE pour reproduire un petit peu les choses. Alors ça c'était une vision macro sur l'ensemble de la commune. Maintenant rapidement quelques diapos sur la vision à vélo, où on a parcouru, donc comme vous l'avez vu, l'ensemble des rues. Là on est à Compiègne, au niveau de la gare, vous devez reconnaître, on a les voies ferrées ici, puis on va arriver sur Marny. On a à Compiègne des pistes cyclables à hauteur du trottoir, et qui vont devenir une piste cyclable à double sens le long des voies ferrées. Hein, j'ai une autre série de diapos pour bien fixer les termes, mais ce sera peut-être pour une autre fois, si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une piste cyclable, une voie verte, quelle est la différence, tous ces sujets-là, on pourra en parler.
Je vais prendre juste un exemple. Vous voyez cette photo, vous connaissez certainement l'endroit, c'est un passage piéton sur un plateau surélevé qui permet de rejoindre le passage sous les voies ferrées pour rejoindre la gare. Hein. Vous avez un passage piéton et au milieu, entre les bandes blanches du passage piéton, vous avez des bandes jaunes. Vous avez un marquage jaune qui correspond aux traversées des cyclistes. Vous connaissez ça, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous poser une question pour savoir comment vous fonctionnez quand vous êtes automobiliste ou cycliste. Vous êtes en voiture ici, vous arrivez, un piéton veut traverser, tout le monde s'arrête, je pense qu'il n'y a pas de problème, vous laissez passer le piéton, il est prioritaire. Vous êtes toujours automobiliste et vous avez un cycliste qui arrive à droite, c'est M. Falampin, il arrive à vélo de la gare tous les matins. Alors il est assez grand et impressionnant sur son vélo, donc vous le laissez passer ou pas? Laissez passer parce qu'il est grand. Il est prioritaire. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il soit prioritaire? Non, tout le monde n'est pas d'accord, c'est intéressant. Vous pensez, hein, mais vous n'êtes pas sûr. Est-ce que quelqu'un sait exactement qui est prioritaire? Si c'est M. Falampin qui arrive de la gare ou si c'est la voiture? Il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a rien, c'est comme ça. Allez voir, vous pouvez aller voir. Vous irez voir en partant. Ah, il ne descend pas de son vélo, vous avez vu sa taille, il est grand, il est impressionnant. Il n'a pas besoin de descendre de son vélo. Alors, deuxième question. Donc, on est d'accord, vous n'avez pas su répondre. Hein, je ne pose pas la question à monsieur le maire. Comment? S'il est sympa, on le laisse passer. Si c'est une jolie femme, on va le laisser passer. Voilà. Deuxième question. Monsieur Falampin rentre du boulot. Cette fois, il arrive de votre gauche. Vous laissez passer ou pas? Il rentre du boulot, monsieur Falampin, avec son vélo. Il va moins vite parce qu'il est fatigué. Il a passé une grosse journée. Mais il arrive cette fois de votre gauche. Vous circulez comme ça, il arrive à gauche. Vous laissez passer ou pas? Il est prioritaire ou pas? Non, mais que dit le code de la route? Parce que normalement, il y a des règles qui sont fixées et tout le monde devrait les connaître. Apparemment, c'est pas le cas. Si on est sympa, on laisse passer. Si on ne sait pas, on laisse passer. Ah, voilà. Donc, voilà la bonne réponse. Priorité à droite. C'est extraordinaire. Donc, premier constat, personne ne savait, ni les cyclistes, ni les automobilistes. Vous interrogez demain à cet endroit-là, vous avez 99% des gens qui ne savent pas. Et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, effectivement, c'est la priorité à droite qui s'applique en absence de signalisation. Donc, on doit céder le passage à M. Falampin quand il va travailler, mais pas quand il rentre du travail. Allez-y, monsieur. S'il n'y a pas de marquage au sol, ni pour l'automobiliste, ni pour le cycliste, oui, c'est la priorité à droite. Monsieur a gagné un abonnement. Voilà. Alors peut-être qu'il le sait parce qu'il a participé à une réunion ou parce je l'ai dit la semaine dernière. Donc on voit bien que c'est pas satisfaisant. Et c'était juste pour illustrer cette diapo ce que je vais pouvoir apporter à cette étude, c'est-à-dire un regard technique, un regard réglementaire, éviter aux élus, aux techniciens, aux services de la commune de faire des aménagements. Là, on voit clairement que c'est pas satisfaisant la priorité à droite dans ce cas-là, parce qu'en réalité, personne ne sait. Hein. Ça peut être une stratégie en disant si personne ne sait, tout le monde va faire attention. C'est un peu hasardeux, hein, on en convient. Un passage, en plus, c'est une illustration qui est importante parce que c'est un passage piéton extrêmement dangereux. Bien sûr, et très fréquenté. Très dangereux. Très fréquenté, Ouais. qui a même un impact sur la circulation. Absolument. Voilà. Donc, on se pose beaucoup encore de questions. Comment l'aménager? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Il y a du monde. Bien sûr. Parfois, ils ne nous regardent pas, etc. On doit faire attention. Sur ce passage piéton. Sur ce passage piéton, d'autant plus quand ils arrivent depuis les commerces, souvent ils font pas attention qu'il peut y avoir des cyclistes. Nous, cyclistes, on doit faire vraiment très très attention à ces moments-là. Bien des fois, le matin ou le soir, je suis obligé de m'arrêter, puisqu'il y a les gens qui viennent du souterrain, qui attendent ici. Ensuite, ils sont au passage piéton. Ensuite, les gens prennent la piste cyclable alors qu'ils sont piétons. Et ils attendent les voitures qui viennent se garer sur la droite pour les prendre en passant. Ouais. C'est une zone qui est extrêmement dangereuse. Ouais. Alors, vous avez raison. Alors, cette piste cyclable, elle est signalée comme obligatoire. Vous savez, c'est un panneau rond bleu, donc piste obligatoire. Ça veut dire que les cyclistes n'ont pas le droit d'être sur la chaussée de l'avenue Raymond Poincaré. Ils doivent être là. Et vous avez raison, normalement, puisque c'est une piste cyclable, il ne devrait pas y avoir de piétons. Alors, d'une manière générale,
le cycliste, quand il y a des piétons, doit céder le passage aux piétons. Et on va rechercher plutôt une coopération entre les cyclistes et les piétons, et Oui, pour que ça se excusez-moi, passe bien. Juste une question technique. Quand on est à la croisée des chemins, comme ça, entre une sortie de gare où il y a en même temps des commerces, où voilà, il y a une forte population piétonne, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre en zone 20? Parce que là, ça résout tous les problèmes. Alors, à partir du moment où on est en zone 20, apparemment, on est traversant, les piétons sont prioritaires, ensuite les vélos, et enfin les voitures. On ne se pose pas la question de savoir qui a le droit de passer. Dans une zone 20, a priori, ça résout tous les problèmes. Or là, ça apparaît comme étant une configuration intéressante. Voilà. La zone 20, oui, on aura l'occasion d'en parler, ça fait partie des solutions qui seront proposées. À cet endroit-là, c'est pas certain parce qu'il y a quand même un trafic important qui provoque des bouchons, etc. Donc il faut trouver un équilibre entre les piétons, les cyclistes, mais aussi les voitures, hein, sur cette avenue qui est une route départementale d'ailleurs, donc qui nécessite la vie. Il faudrait regarder si, pour vous donner une réponse très technique et très précise, il faudrait regarder si le département, avec ce trafic, autorise la zone de rencontre, et je pense malheureusement que la réponse c'est non. Voilà. Ça se discute. Mais on regardera effectivement, et en tout cas dans d'autres endroits, la zone de rencontre serait une solution intéressante. Peut-être voilà, par expérience quand même, je pense que pour faire suite à ce que disait Guénin, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un accident extrêmement grave à cet endroit. Bon, même si la personne roulait, je ne sais plus à combien, à 20 ou 30 km/h, par un problème de soleil, enfin d'ensoleillement, etc. Et donc, elle a été percutée très 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 fort. En fait, moi je crois qu'il faut mettre des panneaux lumineux. Je pense qu'à l'approche des gares, des écoles, etc., moi je suis convaincu qu'il faut de plus en plus de panneaux lumineux qui véritablement marquent l'endroit du passage, de la dangerosité. Je crois que ce type d'aménagement est important. Voilà. Mais bon. Vous avez raison. En tout cas, on va y réfléchir, on va y travailler, hein, c'est certain. C'était juste pour illustrer ce que l'apport technique va pouvoir apporter ISR sur toutes ces questions qui sont complexes et qui sont souvent connues et étudiées depuis longtemps. On a un retour d'expérience de plus de 70 ans sur ces questions en France avec beaucoup de publications. Ici, une remarque sur la végétation qui envahit un petit peu la piste cyclable, sur l'absence de connexion avec, par exemple, la rue Voltaire qui est ici, puis plus loin sur cette rue, entre la liaison, la piste cyclable et les différentes perpendiculaires, il n'y a pas toujours une traversée au niveau de chaque rue, ce qui fait que les cyclistes vont se retrouver souvent sur cette traversée piétonne, avec cette problématique qu'on a évoquée, qui est ce qui est prioritaire, finalement on ne sait pas. Donc ça peut créer du conflit, ça peut créer des problèmes, et on essaiera de les résoudre. On a un restaurant qui génère, on a quelquefois des comportements comme ça, on a du stationnement sur la piste cyclable, c'est évidemment pas idéal, pas fait pour ça. Voilà, un carrefour à feu éteint, donc vous avez plusieurs carrefours à feu qui pourraient effectivement, comme celui-là, être éteints, on va en parler tout à l'heure, en tout cas celui-là ne fonctionne plus, mais là non plus on ne trouve pas de connexion avec, connexion avec la salle de sport. Oui. Voilà. Alors, celui qui a peint ça devait le présumer aussi. En tout cas, il a fait ça pour ça. Simplement, c'est pas autorisé. Hein, ce marquage qui soit ouvert à l'intérieur des passages piétons, c'est pas autorisé. Pour une raison un petit peu particulière, c'est la cohabitation entre les cyclistes et les malvoyants. Un cycliste reconnaît très facilement un non-voyant. Il a un chien ou il a une canne, mais un malvoyant, il ne s'est pas marqué sur sa casquette. Donc il peut penser que le piéton l'a vu, et en fait il ne l'a pas vu, et donc pour ces raisons, on ne mélange pas les traversées piétonnes avec les traversées vélo. Hein. La traversée vélo peut être contiguë, c'est-à-dire juste avant, juste après, éventuellement les deux, si elle est dans les deux sens, et puis elle doit ou pas faire l'objet d'une signalisation. La priorité à droite, ça peut être un choix qui est éclairé par une problématique particulière à cet endroit-là, en fonction du trafic, en fonction de la co-visibilité entre les cyclistes et automobilistes. C'est des sujets assez complexes qui font l'objet de publications. Ça s'étudie au cas par cas. Donc évidemment, on essaiera d'améliorer ça dans le cadre de cette étude. Donc vous voyez, on voit des cyclistes ici qui en réalité sont en infraction. Ces cyclistes sportifs dont vous faites peut-être partie n'ont pas le droit normalement d'emprunter l'avenue Poincaré puisqu'il y a une piste cyclable obligatoire à côté. Alors il suffira de remplacer le panneau rond par un panneau carré, monsieur le maire, et le problème sera réglé. On aura une piste cyclable réservée aux cyclistes, mais non obligatoire, qui permettront aussi aux cyclistes comme ceux-là, sportifs, d'être à leur place, etc. Ensuite, au niveau de la rue de la Verrerie, on a une connexion vers l'Oise que vous connaissez. On a trouvé ça intéressant. Je passe rapidement là-dessus. On est au bord de l'Oise. Je crois que à cet endroit, on est encore sur la commune de Venette. Et on pourrait se connecter, passer sous le vieux pont,
de Compiègne, etc., avec des possibilités qui ne sont pas aujourd'hui aménagées pour le vélo, c'est plutôt piéton, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire au bord de l'Oise, c'est très sympathique. La rue Octave Butin, donc la rue commerçante, la rue où la départementale qui traverse en nord-sud de la commune, qui est très importante évidemment, elle est pour on a quelques zones 30, hein, où limitation de vitesse à 30 sur la rue. On a une signalisation qui est un peu confuse, puisqu'on voit ici qu'il y a la double signalisation du panneau 30 et de la zone 30. On a un marquage axial qui a dû être imaginé, pensé pour interdire le dépassement, peut-être, probablement, qui consomme un peu d'espace. Donc c'est un petit peu dommage, parce que c'est l'espace qui est perdu pour le cycliste. Hein. Cet espace, s'il était sur le côté, il serait utile pour le vélo, mais bon, il a quand même une fonction de régulation des dépassements qui est intéressante. Donc globalement, sur cette diapo, des panneaux peut-être un peu petits, qui fait qu'ils ne se voient pas très bien pour les automobilistes qui n'ont pas forcément, ils passent pas leur temps à se dire c'est quoi le prochain panneau. Hein. Donc s'ils sont trop petits, on ne les voit pas, les panneaux. Donc là, on rappelait des règles. La limitation de vitesse à 30, alors on est en train de faire une étude sur Venette un peu du même type. Et sur la RD13, on va avoir des aménagements qu'on va pouvoir coordonner. Il y a plusieurs façons de limiter la vitesse à 30, et ça va être un sujet important certainement, parce que c'est bien pour le vélo, c'est bien pour le piéton aussi, c'est bien pour les habitants, pour les riverains. Si les gens réellement ralentissent autour de ces vitesses à 30, 40, on obtient moins de bruit, on obtient moins de pollution, on n'obtient que des avantages. Et la cohabitation se fait mieux, l'apaisement se fait bien. Donc le panneau 30 qu'on peut voir au-dessus, ça veut dire que c'est limité à 30 jusqu'à la prochaine intersection. Mais celui qui sort de la prochaine intersection, il ne l'a pas vu ce panneau-là. Donc on a le panneau d'en dessous, la zone 30, qui est tout un ensemble de rues limitées à 30. Et tant qu'on n'a pas vu le panneau de fin de zone 30, on sait qu'on est dans un quartier, dans un centre-ville, dans un quartier résidentiel, on est toujours limité à 30. Même si on a tourné à droite et à gauche, tant qu'on n'a pas vu le panneau gris, en fin de zone 30, on sait que c'est limité à 30. Et puis la troisième option, c'est de mettre toute la ville à 30. À ce moment-là, on met un panneau de vitesse 30 sur le panneau d'entrée d'agglomération, et ça signifie que dans toutes les rues de la commune, voilà. Donc cette réflexion-là, il faudra qu'on l'ait, parce que la commune est particulièrement bien adaptée pour au moins des zones 30 très étendues. Vous en avez quelques-unes, petites parfois, dispersées souvent. Vous avez même des zones de rencontre, c'est très bien. Mais certainement, on peut aller plus loin dans l'apaisement par un agrandissement. Et ce qui est intéressant, vous vous rappelez des sens uniques que j'ai montré tout à l'heure, c'est que dans ces sens uniques, des zones 30, le double sens cyclable, on nous demande de ne pas utiliser le terme contresens, parce que contresens, ça fait sens interdit, ça fait infraction, c'est pas bien, c'est des méchants cyclistes. Donc on parle de double sens cyclable. Le double sens cyclable, il est obligatoire en zone 30, dans les rues en sens unique. C'est pas un choix qu'on doit faire, c'est une obligation réglementaire, et si on ne veut pas le faire, il faut qu'on fasse une étude de sécurité qui démontre que c'est dangereux, et qu'on prenne un arrêté pour dire non, dans cette rue, il n'y aura pas de double sens cyclable. Nous, on n'en a pas vu d'endroit où c'est pas possible. Peut-être que vous en avez vu et que vous nous le direz. Pas possiblement, mais ça représente quand même un danger quand on est en vélo. C'est rue Victor Hugo. Oui. Quand on s'approche justement derrière la zone de commerce, où là, à cause des deux zones de stationnement, Oui. c'est étroit, et sitôt qu'on a un automobiliste qui est peu respectueux de la vitesse, Oui. il y a des fois j'ai dû me prendre un rétroviseur pour pouvoir éviter la hauteur. Et vous étiez dans un double sens cyclable autorisé. Oui, ah oui. Voilà. Alors ça pose la question que l'automobiliste ait compris que les cyclistes avaient le droit d'être là. Hein. Moi, je me suis fait engueuler dans des doubles sens cyclables alors que j'avais le droit d'y être, même si le plus souvent je les prends sans avoir le droit, parce que je les prends pour voir si c'est possible avant qu'ils soient mis en double sens cyclable. Mon métier, c'est de prendre des sens interdits à vélo pour voir si c'est dangereux ou pas. Et donc des fois, je dois l'expliquer aux gens quand ils m'engueulent. Mais je me suis fait aussi engueuler dans des rues, je pense à Clermont de l'Oise, où on a beaucoup travaillé, alors que j'avais le droit. Donc, marquer au sol des logos vélo avec une flèche, ce logo plus flèche, c'est le marquage qui est réservé au double sens cyclable. Donc, il faut le déployer massivement dans les rues en double sens cyclable pour rappeler en permanence. Peut-être qu'on communiquera aussi sur le sujet, vous l'avez certainement déjà fait, mais c'est intéressant. Et puis après, effectivement, il peut y avoir des problèmes de stationnement réglés. On peut étudier certains sens interdits et faire un arrêté. Non, c'est l'inverse. Dans une rue, dans une zone 30, toutes les rues en sens unique sont en double sens cyclable. C'est obligatoire. La question que je vous pose, c'est quel type d'étude la mairie a le droit de faire pour invalider le double sens cyclable. C'est-à-dire,
Ne pas le mettre en non, mais place. quel type d'étude? Est-ce que c'est une étude arbitraire Non, pas du tout. des gens de la mairie? Non, Ou non. alors est-ce qu'on fait appel à un cabinet d'experts On fait un cab- et on décide C'est ça. Non, mais c'est une vraie question, hein, Oui, oui. parce que j'ai des exemples quand même. Je dis pas ça comme ça. Donc il y a bien un souci dans certaines villes d'arrêtés arbitraires qui invalident tout le bénéfice de la zone 30 parce qu'on considère que c'est trop serré, qu'il y a du Bien sûr, stationnement oui, latéral, il y a etc. surtout une méconnaissance, souvent des techniciens ou parfois des élus dans des petites communes qui ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Hein. Donc là, nous justement, on est là pour éclairer, effectivement, mais c'est une étude de sécurité routière qui va démontrer qu'il y a une dangerosité et qu'il n'est pas opportun de faire un double sens cyclable. Oui, normalement oui. Voilà, on va continuer. Donc, un marquage axial contre-productif, ça je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. Vous avez un carrefour à feu sur la RD 13 avec la rue Octave Butin qui nous semble peut-être pas indispensable. Je vous dis ça parce que sur la commune de Venette où on a travaillé récemment, on a validé avec les élus notre étude sur la même route départementale ex-RD 13, voilà, qui s'appelle chez vous Louis Barthou. Eh bien, on va supprimer ce carrefour à feu qui est à Venette. Je crois qu'il y a une diapo qui montre ce qu'on va faire après. On vous la verra après. Donc ce carrefour à feu, on y reviendra, il faudra faire des comptages, mais il nous semble qu'il n'est pas indispensable et qu'il est peut-être générateur d'itinéraires malins. Les gens vont essayer de passer dans les rues adjacentes pour éviter ce carrefour à feu, parfois à vitesse élevée parce qu'ils veulent absolument gagner 15 secondes. Donc ça peut être très gênant pour les habitants. Et à Venette, c'est vraiment ce qu'on constate. Hein. Pour éviter le feu, on est capable de faire des détours. Quand tu es en vélo, il est dangereux. Voilà, Le décalage c'est ça. entre les deux routes principales. C'est compliqué. Au feu vert, ils continuent Voilà. leur vitesse et il y a pas de Exactement. Un élément technique, mais quand le feu passe au rouge, avant qu'il passe au vert de l'autre côté, il faut que le carrefour soit vidé. Et pour le vider à vélo, on considère que le cycliste fait 5 mètres par seconde. Si on a 30 mètres à faire, pendant 6 secondes, on ne pourra pas envoyer le feu vert de l'autre côté. Et si on respecte ces règles-là, on a des bouchons beaucoup plus importants encore qu'aujourd'hui. Donc on verra si on peut se dispenser de ce feu ou pas. On a vu des enfants à vélo sur les trottoirs, c'est très bien, c'est autorisé. C'est peut-être aussi les parents qui leur imposent, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme j'ai entendu déjà, certains parents s'inquiètent d'envoyer leurs enfants à l'école à vélo à juste titre. Donc il y a bien des choses à faire. Sur la rue Clémenceau, je vais passer rapidement, elle est plutôt bien aménagée, du stationnement d'un côté, de l'autre. Voilà une technique assez simple qui permet de modérer les vitesses. Elle est à 30, on pourrait autoriser le double sens cyclable. On a parlé du double sens cyclable dans les zones 30, hein, c'est une obligation. On peut aussi mettre du double sens cyclable dans une rue à 30 et même dans une rue à 50 km/h avec ou sans aménagement. Donc le choix avec ou sans aménagement, marquage, séparateur, ça va dépendre de 2 éléments, le trafic et de la vitesse. Et la largeur disponible, hein, le trafic et la largeur disponible. Donc une signalisation bien adaptée. Quand c'est bien, je passe vite. Hein, quoi. Voilà, on a vu pas mal de cyclistes sur la rue Clémenceau qui se termine en impasse, une famille qui part en centre-ville, qui va plutôt utiliser des petites rues, qui va éviter la rue de la République, peut-être parce qu'elle est un peu plus trafiquée, hein, elle dessert le collège. Vous voyez le logo vélo, je le trouve un petit peu petit par rapport à la taille normale d'un logo, il est trop petit. On voit des dispositifs de réduction de vitesse, donc vous aviez probablement avant des vitesses excessives, peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui, et peut-être que vous pourrez nous le signaler, des endroits où encore ça roule vite. Encore une fois, c'est vous les experts hein, en vie quotidienne de Marny-les-Compiègnes. Moi je suis un voisin qui connaît un petit peu, mais votre retour va être important. Une solution pour la RD 13 qui a été validée par Venette, qu'on vous proposera, elle existe à Choisy-au-Bac, vous connaissez certainement, on passe sur le pont de l'Aisne à Choisy-au-Bac. Ça s'appelle une chaussée à voie centrale banalisée, ou pour les intimes, chaussée double, pour chaussée circulation douce. C'est-à-dire qu'on crée des bandes latérales qui ne sont pas exclusivement réservées aux cyclistes, qui peuvent être parfois stationnés, peuvent être parfois utilisés par les piétons, mais en tout cas que les voitures vont devoir utiliser pour se croiser, parce qu'en réalité, la place qu'on laisse aux voitures au milieu, elle n'est pas suffisante pour pouvoir se croiser. Il reste 3 mètres, 3 mètres 50, donc les voitures ne vont pas pouvoir se croiser. Donc, elles vont d'abord ralentir, on roule au milieu, on roule face à face, on arrive en face l'un de l'autre, et on va devoir ralentir, ensuite s'écarter pour se croiser. Ça marche très bien, c'est un dispositif qui est complètement autorisé, pour le coup, qui n'engagerait pas du tout la responsabilité du maire si on le déployait, puisque c'est autorisé, c'est conforme. Ça s'emploie jusqu'à 5000 véhicules jour, avec des vitesses à 50 km/h.
Donc peut-être que sur la RD13, en tout cas c'est ce qu'on va faire sur Venette, peut-être que sur la RD13 on peut imaginer ce genre d'aménagement. Vous voyez, la voiture pour la croiser, elle s'est déportée, puis ensuite... alors là, ça c'est ce qu'on va faire à Venette, hein, ça c'est à Beauvais. Ils ont mis en place aussi, ils en sont très satisfaits. Ils l'ont mis au point avec des associations. Au début, il y a eu quelques retouches, mais globalement, ça marche bien. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de logo vélo, mais des doubles chevrons, parce que, encore une fois, ce n'est pas une bande cyclable exclusivement réservée au vélo. Hein, les voitures peuvent y circuler pour se croiser. Le marquage au sol, c'est également un marquage de ligne de rive et pas un marquage de voie réservée aux cyclistes. Alors, un carrefour à feu que vous signalez comme dangereux, hein, ce panneau qui est avant le carrefour à feu signale que le carrefour est dangereux, donc ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure. Et comme vous le disiez, pour remonter une file à vélo, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas de sas vélo non plus. Alors on voit des choses très sympas, hein. Nos photos c'était en été, je crois que c'était au mois de juillet. Et puis juste derrière ce cycliste, là-bas au fond, c'est un peu moins sympa. Mais bon, il faut aussi qu'il puisse circuler, peut-être pas partout, mais en tout cas, il y a quand même malheureusement quelques camions qui doivent passer dans la commune, pour des livraisons par exemple. Donc faire cohabiter tout ça. Alors voilà comment on va remplacer à Venette le carrefour à feu sur la RD13. Ça sera un plateau surélevé avec priorité à droite et il n'y aura plus de feu. Et on sait déjà que ça marche bien parce que quand on a fait toute notre étude, les feux étaient éteints, ils l'ont été plusieurs fois et ça marche beaucoup mieux quand les feux sont éteints. Et surtout, il n'y a plus ces itinéraires malins, ces itinéraires d'évitement des carrefours à feu dans les quartiers qui embêtent tout le monde. On revient sur la rue de la République avec un tout petit logo qui représente un peu la place qu'on fait au vélo, qu'on a essayé de faire au vélo, on va essayer de faire mieux. Donc, vous voyez la taille normale d'un logo vélo, c'est ça, donc il est un peu plus petit, on parle de nomotessine moitié. Et on pourrait faire quelque chose comme ça. Hein, donc c'est une proposition. Alors il se trouve que cette proposition, on l'a faite parce qu'on l'a faite aussi à Venette, et on s'est aperçu que l'ARC la proposait aussi. Ça fait partie des choses qui sont proposées par l'ARC pour cette voie. Donc on pourra en débattre dans ces discussions. Le double sens cyclable, on en a déjà parlé pas mal, donc ça pose quand même quelques questions techniques. Il faut faire attention à avertir les gens que les cyclistes circulent dans les deux sens, pas seulement les gens en section, hein, qui vont croiser des cyclistes, mais aussi au niveau des intersections. Quand vous abordez une intersection avec une rue en sens unique, les voitures n'arrivent que d'un côté. Mais avec le double sens cyclable, les vélos, eux, vont arriver des deux côtés. Donc on peut attirer l'attention des usagers là-dessus. Il y a ce panneau-là qui est fait pour ça. Et il peut y avoir aussi des questions de priorité à régler entre justement un cycliste qui est en double sens cyclable et un automobiliste qui ne s'attend pas non plus à voilà. Comment on règle ces questions-là? Donc c'est des petites choses qu'on pourra améliorer. Il y aura de la coordination avec la ville de Compiègne, puisque là on s'approche de la gare et bien entendu l'approche de la gare, on est à Compiègne, hein, donc il faudra absolument se coordonner avec eux pour pouvoir déployer des itinéraires vers la gare. Voilà, vous avez pas mal d'aménagements très intéressants qui sont déjà dans l'esprit de la zone 30, le mini-giratoire par exemple, la priorité à droite. Dans une zone 30, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas un axe qui soit prioritaire par rapport aux autres, et à ce moment-là, on observerait une vitesse plus élevée sur cet axe. On va donc privilégier deux régimes de priorité, la priorité à droite et le mini-giratoire, parce que ces deux régimes ne donnent pas la priorité à un axe par rapport à un autre. Donc vous en avez déjà, c'est très bien, et on pourra... Supprimer les stops, c'est intéressant ou... Supprimer les stops... Par exemple, rue du Maréchal Joffre, il y a des stops sur toutes les voies de lieu. Est-ce que ça ralentit effectivement Alors non, les véhicules ou pas? oui, j'ai compris votre question. Donc il y a deux réponses, parce que j'avais imaginé une autre question dans votre question. Supprimer les stops, les remplacer par des priorités à droite, ça peut être le cas s'il y a de la visibilité suffisante. S'il n'y a pas de visibilité suffisante, ça ne marchera pas. Je vous expliquerai plus tard dans le détail pourquoi. Par contre, vous avez dans certains carrefours, en arrivant sur l'avenue Foch par exemple, 3 stops ou 4 stops dans le carrefour. Ça, c'est juste pas possible. On n'a pas le droit en France d'avoir 4 stops dans le même carrefour ou 3 stops, ou d'avoir 2 régimes de priorité différents dans le même carrefour, c'est pas possible non plus. Donc c'est des petites choses hein, qui n'ont pas de... qu'on réglera, des petits détails techniques de réglementation. Oui, c'est juste pour un témoignage à propos de la suppression des stops. Alors c'est à Compiègne, c'est pas à Marny, c'est la rue Carnot qui vient d'être réaménagée pour être cyclable. Et en fait, ils ont supprimé un stop pour permettre une priorité à droite. Et en fait, c'est dangereux pour les vélos parce que les voitures passent sans regarder.
et les vélos arrivent à 25, parfois 30 km/h. Bien sûr. Donc c'est beaucoup plus dangereux finalement de Moi, supprimer les stops. puisque vous posez cette question, je vais vous donner la raison pour laquelle il faut éviter de supprimer des stops dans certains cas. Lorsque la visibilité est dégagée, pour une priorité à droite, il faut qu'il y ait une très bonne visibilité. Il faut que le véhicule non prioritaire puisse voir le prioritaire assez tôt, c'est-à-dire 15 mètres en retrait dans la rue. Donc il faut une très grande, un cône de visibilité, un triangle de visibilité sans obstacle entre 0,60 m et 2,30 m de haut. Quand on n'a pas ça, il faut garder le cédé de passage ou le stop. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que les gens, sachant que celui qui sort, qui a la priorité à droite, comme lui-même n'a pas de visibilité, il va arriver tout doucement. Donc les gens se disent, c'est pas la peine de ralentir, je vais peut-être m'écarter un petit peu, mais s'il y a quelqu'un, de toute façon, il n'arrivera pas vite. Donc à ce moment-là, la priorité à droite ne fonctionne pas, n'est pas respectée, donc ne fait pas ralentir, et amène à ce genre de problème que vous évoquez. Oui, à Venette, c'est ça, ils ont voulu utiliser la priorité à droite. Je crois même qu'il y a un panneau qui indique que dans la commune, il y a des priorités à droite aux entrées de la ville. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas, effectivement, je l'aurais dit, pas idéal, parce qu'en réalité, ça ne marche pas toujours. Ça marche s'il y a de la priorité, s'il y a de la visibilité, ça ne marche pas quand il n'y en a pas. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, il va y avoir un vrai problème, un vrai débat sur l'intersection avenue Octave-Bulletin, rue de la République, hein, parce que c'est pareil, il y a un problème de visibilité. Si on a mis des feux à cet endroit, Bien entendu. bien sûr, et de vitesse. Oui, oui. Il y a effectivement, il faut casser la vitesse et en même temps, il y a un problème de visibilité. Donc, il ne faut pas mettre évidemment en danger qui que ce soit, le vélo, l'automobiliste. Oui, oui, absolument. Donc, la solution n'est pas forcément simple, il faudra faire des comptages. Alors, on pourra calculer, par exemple, est-ce qu'il y a eu des stops, monsieur le maire, par le passé dans ce carrefour? Jamais. Jamais. Il y a toujours eu des feux. Des feux, voilà. Et là, on l'a simplement refait simplement parce qu'il y avait un problème justement pour privilégier le piéton et le vélo, entre autres. Et donc, du coup, on a désolidarisé les 4 feux pour avoir évidemment plus de temps. Voilà. Donc ouais. Non, mais ce que vous avez fait est logique, hein, s'inscrit dans une logique de sécurisation qu'on comprend très bien. Mais ça génère aussi des files d'attente qui sont plus longues. Maintenant que vous avez plusieurs cycles, 4 cycles. D'ailleurs, si on veut effectivement réaliser ce qui a été fait à Venette, il faut complètement frapper une des maisons. Il y a une des maisons qu'il faut carrément, d'ailleurs... le micro est coupé, je crois. Il y a un alignement à prévoir, hein, donc à cet endroit. Donc ça veut dire qu'il faut démolir une maison. Oui, on essaiera bien entendu de trouver une solution sans ça. Mais effectivement, peut-être en avançant une ligne de stop, en faisant des oreilles de Mickey, en avançant un petit peu le trottoir, il y a peut-être, enfin en tout cas, on étudiera une solution. Il faudra regarder, il y a peut-être la placette avec la poste. Enfin, il y a peut-être un mini giratoire à faire. Quelquefois, c'est au niveau du plan de circulation qu'on peut agir. Et en agissant sur le plan de circulation, on peut ne plus avoir d'entrée-sortie, mais peut-être juste une sortie. Donc on regardera ça. Et puis j'en profite, hein, puisque j'ai le micro, simplement pour dire que l'avenue Octave-Bulletin et la rue d'Amiens seront, puisque avec le Polgar, seront complètement recorrigés, hein, revus. Il faudra revoir le profil en long de la... D'ailleurs, on a eu un rendu de l'UTC, hein, donc du GSU, qui nous a fait une étude assez sympa de l'avenue Octave-Bulletin et de la rue d'Amiens. Donc il faudra revoir complètement, bien sûr. Sur ce secteur, monsieur parlait de zone de rencontre tout à l'heure, nos ingénieurs voient bien sur ce secteur-là une zone de rencontre, c'est-à-dire vraiment imaginez un carrefour place où le piéton puisse traverser partout, marcher partout. Il faut donner une vraie centralité d'ailleurs en même temps à cette avenue. Faire réduire encore plus la vitesse, ça peut être une solution pour résoudre tous ces problèmes. Et complètement changer le profil en long. C'est ça. Ouais. Je continue. Alors les trottinettes, le stationnement des trottinettes, c'est quelque chose qu'on a regardé sur l'ensemble de la commune. Donc vous voyez des dispositifs qui permettent d'accrocher sa trottinette. Donc c'est un vrai mode de déplacement qu'il faut prendre au sérieux maintenant. Dans les écoles, depuis 2014, sur le sujet de l'écomobilité scolaire, les enseignants demandent aux enfants de demander à leurs parents de ne plus aller à l'école en voiture. Donc il faut accompagner ce changement, et on travaillera d'ailleurs avec les écoles pour essayer d'initier ce qu'on appelle des plans de déplacement d'établissements scolaires qui vont mobiliser les parents, les enfants, les enseignants, le directeur, les directrices d'école et bien entendu la commune pour essayer d'encourager ces déplacements. La première étape, c'est de sécuriser. Vous avez déjà pas mal de choses, mais en faisant beaucoup plus, on va pouvoir déclencher et répondre aux inquiétudes des parents qui souhaiteraient que leurs enfants aient un vélo ou un trottinette à l'école. Alors là, je ne peux pas zoomer, malheureusement, mais ici, peut-être que je... ici, vous avez une autre règle. Au niveau des passages piétons, il y a une règle qui s'impose maintenant, c'est 5 mètres avant et après un passage piéton, on ne doit plus avoir de stationnement.
Donc au mois d'avril, un arrêté est passé, donc on a en gros 10 ans pour se mettre en conformité, un peu depuis avril 2021. Et donc, parce qu'effectivement, un enfant qui veut traverser, qui est sur le bord du trottoir, il est masqué par les voitures en stationnement, donc enlever cette première voiture de chaque côté, c'est nécessaire, et on peut la remplacer par du stationnement de vélo, par du stationnement de trottinette, parce que ça ne masque pas du tout la visibilité. C'est ce que recommande le CEREMA. Donc vous voyez, pour se mettre en conformité, on pourrait créer des zones de stationnement sur la chaussée, comme on peut en avoir pour de la collecte des déchets ménagers. Carrefour de l'après-midi, vous avez un autre carrefour à feu atypique au niveau de la rue de la Prairie, de la rue Aimé Denel et de la rue des Écoles. Donc là aussi, ça ne peut pas marcher pour le vélo, parce que regardez la distance de 62 mètres entre une ligne de feu et l'autre ligne de feu. 62 mètres à raison de 5 mètres par seconde pour un vélo, ça veut dire pendant 12 secondes, après que le feu soit passé au rouge, on doit attendre 12 secondes avant de donner le vert de l'autre côté. Autant vous dire que si on respectait cette règle, personne ne respecterait les feux. Donc les feux ne nous semblent pas opportuns dans ce carrefour. On regardera comment on peut les remplacer. Une signalisation plus ou moins conforme, hein, comme je vous le disais, il y a des choses très bien, des choses qui méritent des petites corrections. Par exemple, 4 stops dans le même carrefour, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible malheureusement. Ça existe en Suisse, ça existe aux États-Unis, c'est assez efficace, hein, ça fait ralentir tout le monde. Mais sauf qu'en France, on peut pas. Hein. San Francisco, c'est très... Oui, vous avez vu ça là-bas, c'est vous qui avez amené ça. La première fois, que ce soit Jaurès ou Victor Hugo, on a les 3 stars. Oui, voilà. Il y a 3 stars. Il y a souvent des gens qui ne le respectent pas. Oui, alors, mais moi je critique parce qu'on n'a pas le droit de le faire, hein, tout simplement, mais en réalité ça marche assez bien, je suis obligé de le reconnaître. Hein. En Suisse c'est possible, ça existe. Aux États-Unis ça existe également, dans les lotissements, dans des rues apaisées. Peut-être qu'un jour ça sera possible en France, parce qu'il y en a tellement en France qui sont, malgré l'interdiction, qui sont en place, que peut-être un jour ça sera évalué sérieusement et autorisé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faut une bonne dose de courtoisie. Oui, voilà. Un autre débat. Donne la priorité aux piétons sur la chaussée. Donc le piéton est légitimement sur la chaussée, prioritaire sur la chaussée. Donc c'est un outil juridique, la zone de rencontre, qu'on va pouvoir déployer dans plusieurs secteurs de la commune. La rue Victor Hugo, monsieur le maire en a parlé, avec le double sens cyclable. Et alors l'intérêt, vous voyez, ces marquages qui manquent, ça serait ça. Ce type de marquage, c'est pas grand-chose, mais si vous les mettez pile aux entrées-sorties des immeubles principaux, les gens, à chaque fois qu'ils sortent de chez eux le matin, un peu endormis, ils voient ce logo vélo. Voilà. Mais justement, donc le rappeler par des flèches comme ça, régulièrement, mais en tout cas dans ces endroits-là, ça peut être une bonne idée qu'on essaiera de voir. Vous avez beaucoup de centres piétonnes à valoriser, qui sont très intéressantes aussi pour le vélo, pour le piéton, pour le cycliste. Donc là aussi, on fera des cartographies, on fera des analyses de quels sont les itinéraires qu'on peut favoriser par ces centres piétonnes. Ça, ce sont les aménagements prévus par l'ARC. L'ARC a déjà prévu de déployer des stationnements vélos, donc de ce type-là. Ils vont remplacer les potelets au fur et à mesure qu'ils les remplacent par ce type d'aménage de potelets qui permet de stationner un vélo. Ils vont mettre aussi des abris vélos comme ça. Il va y en avoir 288 de déployés sur l'agglomération. Il va y avoir aussi au niveau de la gare un garage à vélo, un box de 30 places pour les gens qui prennent le train, qui probablement aujourd'hui, vous me direz, mais se gare peut-être dans la rue Molière pour aller attraper ensuite, parce qu'autour de la gare, il n'y a pas beaucoup de... Je suis passé vite là tout à l'heure sur la première diapo, mais il y a un abri qui est plutôt utilisé par les deux roues autorisées que par les cyclistes. Donc voilà. Dans les zones de rencontre, vous en avez une sur la rue des Déportés par exemple, c'est une très bonne idée puisque les trottoirs sont très étroits. On a le droit dans les zones de rencontre de faire des marquages qu'on appelle des marquages d'animation. Donc des couleurs de toutes sortes, des marquages de toutes sortes. Ce qu'on veut, c'est déstructurer le ruban d'enrobé noir pour montrer à l'automobiliste qu'il n'est pas dans son domaine habituel. Il est dans le domaine du piéton. C'est bien une rue pour les piétons où ils sont prioritaires. Donc on peut j'allais dire s'amuser, oui, on peut s'amuser, on peut faire travailler. On travaille pour une commune qui fait travailler en ce moment un créatif pour essayer de développer un logo qu'on va déployer dans les zones de rencontre. C'est la ville de Bailleul, la commune de Bailleul sur Terrain. Voilà. Donc vous avez déjà des zones 30, vous avez déjà des doubles sens cyclables, vous avez déjà des zones de rencontre. Ce qui sera bien, ça sera d'harmoniser,
d'améliorer la lisibilité de tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu disparate. C'est très bien d'avoir ça, d'avoir des doubles sens cyclables. Et puisque ça fonctionne bien, vous avez pu le constater, on va pouvoir étendre la zone 30, étendre les doubles sens cyclables. Foch, Poincaré, un autre exemple où les cyclistes vont emprunter le passage piéton à défaut d'avoir un cheminement pour ça. Et donc le problème qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est une petite étude qu'on a fait pour vous également il n'y a pas très longtemps, où on propose, donc vous voyez un marquage ici, un exemple de marquage où on est conforme à la réglementation, on a le passage piéton et à côté on a la traversée des cyclistes. Là j'ai considéré, peut-être qu'on pourrait en discuter, mais j'ai considéré que le cycliste devait marquer un temps d'arrêt avant de traverser pour s'assurer qu'il n'y ait personne à gauche et à droite. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on donnera la priorité au vélo. Il faut éviter de systématiquement mettre des cédés de passage ou des stops aux cyclistes. On a fait ça beaucoup par le passé, hein, sur les 30 dernières années. C'était même des recommandations. On considérait il y a 20 ans que le cycliste, comme c'était un infractionniste permanent et multirécidiviste, il ne fallait surtout pas lui donner la priorité, sinon il allait en abuser. Aujourd'hui, le discours a changé, la pratique a changé aussi. On a autorisé beaucoup de choses. Passer au feu rouge avec un cédé de passage vélo, quand c'est pour tourner à droite, pour aller tout droit dans une intersection en T, c'est possible. Donc on a normalisé tout ça. Et on commence à considérer que le cycliste, c'est finalement peut-être quelqu'un de normal, de raisonnable. Non, je plaisante. À Compiègne, vraiment en Haute-Solferino, etc., au fond de la place d'hôtel de ville, Oui. ils ont mis ces panneaux d'autorisation pour les vélos, de briller le feu rouge. Oui. Il y a bien des situations où je me sens plus en sécurité de pouvoir passer justement au moment où les automobilistes sont arrêtés plutôt qu'avec le flux normal. Oui, oui. En même temps, le céder le passage du cycliste au feu, qui vous autorise à passer même si le feu est rouge, vous oblige pas à passer, donc vous avez raison de faire ça, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de franchir, mais on a plusieurs catégories de cyclistes. On va avoir des cyclistes des enfants qui vont à l'école, des parents qui accompagnent des enfants à l'école, ça sera peut-être la majorité sur les gens qui sont là ce soir. Et puis vous avez des cyclistes qui veulent aller plus vite qu'en voiture. Ça peut être aussi un sujet. On voit des cyclistes qui vont très vite, hein, qui vont crier s'il y a des piétons sur la piste cyclable. J'ai même vu à Bordeaux un cycliste avec un sifflet dans la bouche. Je pose, par contre, ça arrive parfois que le cri à force, quand on rencontre sur la piste cyclable le long des rails, Ouais. d'activer la sonnette bien avant, Voilà. signaler qu'on va doubler, et parce qu'il y a les écouteurs et la musique Bien sûr. forte, et au moment où on double, proprement, je veux dire, c'est pas en frôlant la personne, il y a un écart dû à la surprise, et après on se fait molester. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et puis un choc entre un cycliste et un piéton, ça peut être grave, hein, pour les deux. Oui, c'est Donc, arrivé, ça. Voilà, donc c'est un vrai sujet, sérieusement, de la cohabitation piéton-cycliste. La fréquentation va augmenter avec les intentions de vos élus, il va y avoir des aménagements, il va y avoir une pratique qui augmente, donc il faudra régler ces sujets-là. On a à Bordeaux des conflits violents entre les piétons et les cyclistes, dans plein d'endroits, notamment sur les quais, mais on en arrive aux mains régulièrement, effectivement. À Paris, ça devient. Comment ? À Paris, c'est pareil, ça devient. Oui, pareil, sur des cyclistes souvent qui vont trop vite sur des trottoirs, sur des pistes cyclables à hauteur du trottoir, donc Plus les vélos électriques, plus les trottinettes électriques. c'est ça. Vite. Exactement. À Paris, il y a le problème aussi inverse où il y a des voies réservées aux cyclistes et ils ne peuvent pas les emprunter parce qu'il y a les camionnettes qui se garent là. Et là, c'est les automobilistes qui s'entraînent aux cyclistes. Donc, Oui, c'est compliqué. Les automobilistes, ils ont besoin de se faire aussi On a aussi en France, quand il y a une bande cyclable, par exemple, je suis allé au Danemark. Au Danemark, vous avez une bande piéton où il y a le piéton qui est dessiné. Et il y a une bande vélo. Et au Danemark, les Danois, enfin c'est une question de civisme. Bien sûr, Ils ne se mettent pas sur la piste cyclable. Hein. C'est ce que là-bas, ça rigole pas. Mais nous, on travaille beaucoup dans le sud des Landes. Hein. La communauté de communes Marais-Nadour-Côte-Sud, c'est Cabreton, Segor, Moliette, ce coin-là. Depuis longtemps, on travaille pour eux et on a tellement de cyclistes en été que depuis quelques années, on réfléchit à séparer les piétons et les cyclistes. On a cohabité pendant très longtemps. Mais quand je vous dis beaucoup de monde, c'est vraiment beaucoup de monde. Hein. C'est des centaines. En une heure, on va compter dans un carrefour 500 vélos et 400 piétons. En plus, il y a la Vélodyssée. Voilà, il y a la Vélodyssée. On fait des comptages tous les ans sur la Vélodyssée. On a en ce moment des comptages en cours sur toutes les pistes cyclables de ce secteur. On les a fait aussi en été.
Donc c'est vraiment une très très forte pratique, et donc on commence à voir des conflits apparaître, et donc potentiellement des accidents. Donc il faut parfois séparer les piétons et les cyclistes. Voilà, des connexions avec la rue Molière, des connexions avec... Alors la rue Molière, vous voyez, c'est intéressant, il y a plein de vélos accrochés sur du mobilier urbain. Je pense que c'est peut-être des gens qui... Mais ça, vous nous le direz, si vous le savez. C'est peut-être des gens qui vont à la gare, tout simplement, qui laissent leur vélo là, c'est ça? Il y a les habitants aussi. Il y a les résidents. Un box, et puis, il y a parfois, plein de il y a box. les quelques vélos de la famille, on les voit le week-end. Ah oui? D'accord. Et vu qu'il n'y a pas d'autre endroit où mettre les vélos. Voilà, donc c'est sûr que ça c'est un engagement massif, hein. J'en parlais avec M. Falampin, est-ce qu'il faut mettre 50 arceaux par an ou plutôt 250 par an? Voilà, ça sera l'objet de discussion. Il faut vraiment multiplier les possibilités de stationner pour que les occasions de faire du vélo soient multipliées également. La rue Jean Jaurès, donc avec des familles à vélo, et puis on a un double sens cyclable qui s'arrête. Ma souris ne marche plus, voilà, qui s'arrête. Voilà, ici. Et donc on est obligé de prendre la rue des déportés, puisqu'on ne peut pas continuer tout droit, si on veut respecter la signalisation. La rue des déportés avec Alors, vous voyez, dans une zone de rencontre comme la rue des déportés, il peut y avoir du stationnement, mais ce stationnement doit être délimité, soit en encoche, soit par du marquage. Donc là, ça serait bien de définir des places, mais qu'il n'y en ait pas trop. Allez-y, vous avez une question? Non, c'est juste un témoignage à propos de la rue des Déportés et de la rue Aristide-Briand. Ici, il y a vraiment un carrefour extrêmement dangereux, parce que c'est un axe secondaire. Néanmoins, vous avez beaucoup de voitures, notamment le matin, qui prennent cet axe-là pour éviter le feu rouge de la rue de la République. Et c'est une rue sans trottoir, avec une visibilité zéro au niveau du carrefour, et des voitures qui roulent très vite, sur un axe très très étroit. Très vite, c'est 50 km/h parfois. Très bien. Et il y a des enfants. Donc l'intersection dont vous parlez, c'est celle-là? Ça, il fait la rue des déportés. Non, ça te la rend avec... Ah oui, d'accord, à l'autre bout de déporté. Très bien. Hein. Parce que ça, il faut qu'on puisse collecter ces informations-là, hein, Monsieur Falampin. Je ne sais pas comment on va faire, peut-être avec vos enregistrements. C'est très important, ça va... C'est typiquement le genre de choses que le 10 novembre, on abordera. Voilà, c'est vraiment ça. Donc vous nous ferez des listes, en fait. Vous avez tous compris qu'il faut nous faire des listes complètes de tout ce qui va pas. Comme ça, nous, vous avez encore une fois un regard beaucoup plus aigu que le nôtre, hein, beaucoup plus aiguisé sur ce qui marche, qu'il faut améliorer sur le vélo. Donc vous voyez, dans le bout de la rue des Déportés, par exemple, il y a beaucoup de voitures, et donc ça nous donne une section où, je suis obligé de regarder là-bas pour voir ma souris, où ici, si on s'engage à vélo ou à pied et qu'on croise une voiture, on n'a pas assez de place. Hein. Cela dit, oui, allez-y. Je voulais juste rajouter un autre témoignage à propos de ce carrefour, c'est que même les automobilistes se plaignent du danger qu'ils représentent, parce qu'eux-mêmes, sur le stop, sont obligés de s'avancer. Et donc, voient absolument pas ni les vélos qui peuvent arriver en Donc c'est ce carrefour-là, en fait, hein, c'est le carrefour où on voit le bus sur République Déportée. D'accord. Rue Aristide-Briand, rue des déportés. C'est là où il y a les pavés. Voilà, là où il y a les pavés, stop. Ouais. Donc c'est une voie de... Vous pouvez le noter pour moi, je n'ai pas sorti mon bloc. Voilà. On termine avec des aménagements prévus par l'ARC. Donc effectivement, l'ex-RD 13, hein, la rue de la République, ils ont prévu... Des aménagements. J'ai fait une bêtise. Ah oui. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ils ont prévu cette fameuse chaussée à voie centrale banalisée, et en plus du jalonnement, donc de Clairoy à Venette. Venette a validé ce principe. Venette a accepté que vous puissiez regarder ce qu'on a fait chez eux. Donc une coopération avec Venette sera intéressante aussi, et peut-être que voilà, on discutera de ce dispositif. En tout cas, l'ARC l'envisage. Il prévoit du jalonnement aussi vers les hauts de Marny, vers la zone d'activité. Oui, en passant par la rue des Goutteurs, non, c'est ça? Ou la rue de la Vieille-Montagne. Mais on ne monte pas la côte la Néo-Caputin, je crois pas. Non, rue des Goutteurs. Rue des Goutteurs, d'accord. Voilà. Sur la rive gauche aussi, donc des aménagements qui sont prévus pour se connecter en passant sur l'ancienne voie ferrée ici. Ouais. Voilà, alors c'est la dernière diapo, les premières idées de notre équipe qui a travaillé sur ce sujet, ça serait d'étendre la zone 30,
probablement d'avoir une ou plusieurs zones de rencontre. On a pensé à ce périmètre du carrefour à feu qui est aujourd'hui compliqué. Il y a cette chaussée à voie centrale banalisée qu'on va appeler Chaussidou, hein, pour que ce soit plus facile, chaussée circulation douce, qui nous semble être une solution, qui se prolongerait sur Venette, puisqu'ils viennent de le valider, que l'ARC souhaite réaliser. Donc je pense que si ça convient à tout le monde, mais peut-être que, enfin c'est pas peut-être, votre avis nous intéresse, c'est sûr. Voilà, des zones 30, et puis après il y aura d'autres aménagements, il y aura les écoles, hein, on n'a pas parlé encore des écoles, mais on va travailler aussi avec les directeurs et directrices d'école pour essayer là aussi d'améliorer. Alors après il y a tout un volet pédagogique. Oui. Pardon, je suis un peu surpris sur cette diapo parce qu'effectivement autant que la rue de la République, enfin la RD13, évidemment, mérite un aménagement Venette, Parny, Clairoy, de façon, je dirais, oui, bien concertée, ça me paraît logique. Mais autant je pense qu'il y a un axe qui est très important. C'est l'avenue Octave Butin, rue d'Amiens, qui va vers Piège, qui est très importante, qui mérite aussi un traitement, puisque oui, bien sûr. C'est là, vraiment, c'est un axe très important. Mais, oui, évidemment. Là, si vous voulez, on est au niveau du diagnostic vu d'un bureau d'études, mais qu'on va compléter avec le diagnostic vu par les habitants, bien qu'ils sont déjà partagés. Mais alors, moi je pense aussi que on va profiter aussi de l'aménagement du pôle gare pour aussi revoir la partie, enfin le passage souterrain, hein, parce qu'il faut qu'on le rende beaucoup plus accessible pour le vélo aussi. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors. Non mais justement il faut. Non mais on a prévu de faire un aménagement de ce passage-là, c'est de l'ouvrir un peu plus, voilà, de l'aérer, de façon qu'il soit beaucoup plus sécurisé, etc., mais de le rendre beaucoup plus accessible pour le piéton et le vélo. Voilà. Pour répondre à votre remarque, monsieur le maire, sur l'Octave, bien entendu, ça c'est vraiment les premières idées. Qu'est-ce qui se dégage du diagnostic? Qu'est-ce qui semble l'emporter comme idée? Parce que vous avez beaucoup de sens unique, la zone 30, ça aurait vraiment du sens. Il y a la rue cyclable, la vélo-rue aussi, qui est une solution qui va rentrer dans l'arsenal des aménagements possibles en France, hein, si on veut être conforme à la réglementation. Donc il y a une autre présentation. Vous allez m'aider à la retrouver, puisque c'est un Mac, hein, c'est ça? Parfait, merci. On peut même d'ailleurs le phaser. C'est là. Donc, quelques éléments techniques pour terminer rapidement. Ce graphique est intéressant parce qu'il montre, en fonction des vitesses pratiquées dans les rues et en fonction des trafics, quels sont les aménagements qu'on peut réaliser. Donc, en vert, c'est tout ce qui est les vitesses en dessous de 30 km/h. Le cycliste n'a pas besoin d'aménagement particulier, mais quand même à condition qu'il n'y ait pas trop de trafic. Au-delà de 4000, 5000 véhicules jour, ça devient compliqué pour le cycliste. En rouge, c'est plutôt le domaine d'emploi des bandes cyclables. Vous voyez, jusqu'à 50, 60 km/h avec des trafics jusqu'à 7 000, 8 000 véhicules jour, ça va, hein, des bandes cyclables. Après, en jaune, c'est parce qu'il y a trop de vitesse ou trop de trafic, on préfère séparer complètement le cycliste, donc c'est point carré typiquement, séparer le cycliste de la circulation générale. Le Chaussidou, il trouve sa place ici, vous voyez, à 50 km/h avec 5000 véhicules jour. Et cette semaine est rentrée dans l'arsenal la Vélorue, qui est un nouveau concept qui existe beaucoup dans les pays du Nord, que le CEREMA propose, enfin, fait rentrer dans le dispositif comme un aménagement qui a le feu vert, l'autorisation du CEREMA. Donc on peut faire une Vélorue, donc on verra tout à l'heure des illustrations de ce que c'est. Donc une bande cyclable, hein, c'est ça, c'est juste un marquage de peinture qui va délimiter un espace pour le cycliste. Une piste cyclable, c'est séparé de la chaussée. Le double sens cyclable, vous avez bien compris ce que c'était. La voie verte, c'est une chaussée. C'est pas une partie de la chaussée, c'est pas une dépendance de la chaussée, c'est une chaussée qui va être réservée à toutes les mobilités actives. Trottinette, vélo, piéton, voilà, roller, mais pas de véhicules motorisés. Voilà ce que c'est que la vélorue. C'est un espace où on va inciter le cycliste, donc ça peut être une sorte d'autoroute cyclable, hein, si vous voulez, dans des villes où on commence à avoir une pratique importante, où on va essayer de réduire en dessous de 1000 véhicules jour la circulation automobile. Et pour ça, ce qui est proposé, c'est de jouer sur des sens uniques. Si on a des sens uniques dans le même axe, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre et tantôt dans l'autre sens,
on ne peut plus traverser la rue de bout en bout. Vous voyez, elle est toujours accessible pour tous les riverains, hein, par différents cheminements, mais on ne peut plus transiter au travers de cette rue. Donc on supprime le trafic de transit, on n'a plus que du transit local d'habitants. Et par contre, les cyclistes, eux, sont toujours dans les deux sens. Donc on a une circulation très apaisée et on va inciter par des matériaux le cycliste à rouler plutôt au milieu de la chaussée et non pas sur le bord à se pousser en disant « moi j'ai pas beaucoup de place, il faut que je fasse attention aux voitures ». Non, on lui demande de rouler au milieu et on fait en sorte qu'il roule au milieu par un aménagement. C'est une vitesse qui est en dessous de 30, 20, 30, voilà. Nouveau concept de la rue. Fermer les rues qui abritent une école, c'est aussi une idée qu'on va vous proposer à la discussion. Ça se fait beaucoup. Je dis pour mettre la pression aux maires que les communes à la mode font ça aujourd'hui. Elles ferment les rues qui abritent une école aux heures d'entrée-sortie des enfants. Temporairement, pendant 3/4 d'heure le matin. Quand j'ai proposé ça à Venette, le maire m'a dit on fait ça depuis 20 ans à Venette. Et c'est vrai que si vous allez voir, ça marche. Sur une école, mais c'est juste extraordinaire hein, quand même. C'est juste extraordinaire. Et donc pour avoir fait une étude récemment, et toute l'équipe, on était sur place pendant une journée complète, je peux vous garantir que tous les parents, et quand ce n'est pas les parents parce qu'ils travaillent, tous les grands-parents se garent mais jusqu'à 200, 300, 400 mètres et viennent à pied. Et ils peuvent le voir toute l'année, puisqu'on ne peut pas aller dans la rue de l'école. Donc ça fonctionne. Il y a aussi des gros tabac en angle. Oui, non, il y en a peut-être quelques-uns qui trichent. Hein, ça va être une vraie révolution. Voilà. Mais en tout cas, c'est une idée à regarder, hein, fermer les rues. Ici, vous avez les différentes limitations de vitesse possibles en agglomération. Donc l'aire piétonne, où il peut y avoir un peu de circulation des riverains ou des commerçants qui veulent se ravitailler, mais vous n'avez pas pour l'instant d'aire piétonne. La zone de rencontre, on l'a vu, la zone 30, les rues à 50, le 70. Et en dessous, c'est la répartition entre la vie locale en vert et la fonction circulation en orange. Chaussidou, on a vu. À Beauvais, voilà, ça c'est la fiche technique du Chaussidou, le double sens cyclable. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de potentialités sur la commune pour développer cette pratique en... Oui. Dans mon entourage, ils ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas tous ces trucs-là. C'est quoi votre entourage? C'est des automobilistes lambda, c'est ma femme, c'est ma fille, qu'est-ce que ces trucs nouveaux, machin. Alors déjà, première réponse, aujourd'hui on est 50, il faut qu'on soit 150 la prochaine fois, donc vous venez avec votre femme et votre fille. Ça c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est qu'effectivement il faut déployer une signalisation au sol, une signalisation par panneau, mais c'est nouveau aussi, la signalisation au sol, marquée zone 30 sur toute la largeur de la chaussée, c'est quelque chose qui est désormais permis depuis 2 ans. C'est très efficace, c'est beaucoup mieux perçu. Même les chiens d'aveugles, ils prennent ça pour des passages piétons. On s'est rendu compte de ça. Vous avez déjà vu, Compiègne vient de le faire. La mention zone 30 peut remplacer un passage piéton parce que ça fonctionne aussi avec les chiens d'aveugles. Par exemple, l'information pour le sac, c'est 90% des automobilistes, ils ne connaissent pas. Bon, je n'irai pas si loin, peut-être pas. Quelquefois, les automobilistes n'ont pas envie de connaître ou font semblant de ne pas connaître parce qu'ils n'ont pas envie de... Il n'y a pas d'information. Voilà. Il y a une réaction ici, un collègue qui fait le vélo, son enfant fait le vélo. Allez-y. Oui, excusez-moi. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est assez méconnu, hein, ce que je vous amène là. Je voudrais juste évoquer autre chose, la circulation périurbaine. Tout à l'heure, vous évoquiez en fait les 2x2 voies que certains cyclistes empruntaient à rebrousse-poil de façon à être visibles et à voir le danger arriver, sachant que c'est des vitesses qui vont jusqu'à 110 km/h. On a constaté avec... Je ne l'ai pas observé ici, hein, c'était... Non, je parle... Moi, du coup, je vous parle d'ici. Ouais. On a comment dire, une 2x2 voies qui est aussi un viaduc qui relie 2 zones commerciales. Et c'est un constat, hein, c'est pas... J'ai juste constaté qu'il y a de plus en plus de familles, d'enfants, même de personnes âgées qui traversent... Oui. Non, mais qui coupent à pied, ou alors qui remontent par l'espèce de bande d'arrêt d'urgence. Et là, on se focalise vraiment sur le cœur de ville, mais ceux qui utilisent le vélo, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des personnes qui peuvent aller faire jusqu'à 5, 6, 7 km jusqu'aux zones commerciales, ce que je fais avec mes enfants. Et effectivement, il y a des endroits qui sont compliqués. Oui. Quand on habite, par exemple, du côté de Royalieu, c'est très difficile d'atteindre la zone commerciale de Jovenette, à part revenir sur Compiègne et réemprunter les pistes cyclables ou les routes, alors qu'il serait parfois plus simple de se dire pourquoi pas essayer d'aménager une bande séparée sur cette 2x2 voies, c'est possible.
on peut imaginer quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des exemples concrets de viaducs qui ont été équipés? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a plus de fréquentation. Je crois qu'en région bordelaise, il y a des voies rapides urbaines, mais ce n'est pas des voies à 110. Je pense que des voies à 110 gérées par les services de l'État, ça va être... C'est 90. Ouais, allez-y, on a peut-être une réponse là, précise. Ouais, c'est assez rare, mais après je vous répondrai sur Jovenette, parce qu'il y a un projet aussi de faire une étude sur Jovenette. Le maire de Venette et l'élu de l'Arc en charge des zones commerciales, et j'ai déjà commencé à discuter avec lui d'une étude pour rendre cyclable la ZAC de Jovenette. Et donc l'idée fait son chemin. Peut-être que monsieur le maire pourrait en parler aux autres élus pour qu'on accélère cette idée. En tout cas, le maire de Venette est très intéressé. Pour Bordeaux, il s'agit en fait du pont d'Aquitaine où ils ont aménagé des pistes cyclables en encorbellement au niveau du pont. Voilà. Oui, voilà. Oui, il y a assez peu d'exemples, mais ça commence à apparaître. Enfin, cette problématique commence à apparaître dans les grandes villes. Vous savez, dans les grandes villes, on parle de réseaux cyclables à haut niveau de service. C'est-à-dire qu'on voit vraiment à Bordeaux l'intérêt du vélo. J'y étais encore hier dans des bouchons monstrueux, d'ailleurs au niveau du pont d'Aquitaine. C'est que j'ai dû renoncer à mon déplacement en Normandie. J'ai fait en visio la conférence de presse ce matin, que je devais être en présentiel. Donc le vélo a vraiment un intérêt, et les gens avec ces vélos électriques notamment commencent à venir de loin à vélo. Donc ces problématiques-là apparaissent aussi. Donc peut-être qu'il faudrait les voir à l'échelle de l'Arc avec les services de l'État, parce qu'encore une fois, la direction interrégionale des routes, c'est elle qui pilote, et on n'aura pas un feu vert facilement pour faire ce genre d'aménagement, mais peut-être que ça peut se regarder. Alors pour répondre à la question, à la proposition tout à l'heure pour la zone commerciale de Venette sur le viaduc à Royaulieu, à la construction, il était prévu de faire une piste cyclable, ça avait été refusé par les élus. D'accord. Pour des raisons de financement, de coûts. Sur un viaduc, pour vous donner une idée, c'est 10 € le mètre carré. 10 000 € le mètre carré. Donc vous voyez une piste cyclable qui doit faire au moins 2,50 m de large sur une longueur comme ça, je vous laisse calculer. Alors juste pour répondre un peu à la question, puisque le schéma directeur évidemment est à l'échelle de l'agglo, donc oui. C'est quand même un investissement extrêmement important. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, cet exercice, c'est de zoomer un peu commune par commune, mais en même temps il faut aussi qu'on ait une réflexion sur les liaisons, les connexions entre Venette, Marny et bien sûr toutes les communes périphériques. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le schéma, lui, a été conçu pour la liaison domicile-travail. Donc les zones d'activité, les zones commerciales, c'est une des priorités. Donc c'est vrai que la Jovenette a une ancienneté, donc c'est une zone d'activité qui doit avoir au moins 40 ou 50 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des aménagements à faire. En revanche, il faut savoir aussi que l'agglomération n'est pas isolée. Donc on est aussi à l'échelle du pays compiègnois. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne s'arrête pas simplement à notre agglomération, mais à l'échelle donc des 3 intercommunalités qui sont autour de nous. La communauté de communes des Lisières de l'Oise, la communauté de communes d'Estrée, etc. Donc on imagine aussi un schéma à cette échelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit pertinent pour le tourisme. Il y a une étude aussi du tourisme, n'est-ce pas, Chloé, qui est extrêmement importante. Donc il faut que nous puissions concilier à la fois, bien sûr, l'attractivité du lieu de travail, les écoles, les lycées, etc., les collèges. En revanche, il faut aussi que nous ayons aussi cette attractivité du territoire, une notion touristique du vélo. Le tourisme, c'est très important. J'en parlais ce matin avec la communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel et ce schéma directeur vélo qu'on démarre. C'est un vecteur très très important du développement de la pratique du vélo. Parce que le vélo, c'est la bonne vitesse pour découvrir un territoire, pour découvrir toutes les richesses d'un territoire. En voiture, on va trop vite, on ne voit rien. À pied, il faudrait beaucoup de temps pour parcourir tout le territoire. À vélo, on avance, on peut s'arrêter très facilement. Quand on conduit un vélo, ça nécessite beaucoup moins d'attention et de concentration qu'une voiture, où on a quand même beaucoup plus d'enjeux. Et donc, on peut se permettre, c'est pour ça, c'est ce qu'on disait ce matin avec les élus qui avaient noté cet intérêt justement de développer le volet touristique, avec le département aussi. Comment ? C'est ça, bah oui, bah c'est bien. Et comme la ville est fleurie, on en profite davantage. Non mais c'est ça. Alors il y a cette idée aussi de baisser les vitesses partout qui fait son chemin. Vous avez une question par là ?
Bonsoir. Donc, il y a un nouveau quartier qui va se développer, c'est le quartier de la Prairie 2. Oui. Actuellement, on ne peut s'y déplacer qu'à pied ou en vélo sur la petite bande cyclable qui est sur le bord. Mais là, c'est un quartier qui est en avenir. Il va falloir y penser parce que quand on habite de ce côté-là, pour aller rejoindre la piste cyclable qui est le long de l'Oise, il faut absolument qu'il y ait un aménagement qui soit facile et qu'on puisse réintégrer la circulation au rond-point de Brésillon. Enfin, moi, c'est un des ronds-points qui est très très dangereux et quand on s'insère dans la circulation à ce moment-là, pour rejoindre la piste cyclable qui est le long de l'Oise, d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment très très dangereux. Voilà. Alors il se trouve qu'on a fait aussi les études de trafic pour les projections de trafic avec la ZAC Prairie 2 urbanisée et on a travaillé aussi avec l'ARC sur les aménagements cyclables, donc bien entendu ça fait partie des sujets. Il y aura une deuxième trémie qui sera réalisée pour les voitures et la trémie actuelle sera réservée aux cyclistes dans quelques années. Je dis quelques années parce que c'est toujours très long avec la SNCF de pouvoir fermer une ligne pour faire des ouvrages comme ça sous les voies ferrées, mais on peut dire d'ailleurs que le traitement de la Prairie 2, j'ai envie de dire qu'il est certainement... Il tient compte complètement des liaisons douces. Hein. Oui. J'ai même envie de dire, on y a mis beaucoup de moyens. Vélo, piéton, et la liaison, bien sûr, sous la voie ferrée, la fameuse trémie. Donc l'ancienne trémie restera pour le vélo et le piéton, et la nouvelle trémie servira, bien sûr, pour les voitures. C'est vrai que le traitement... Aujourd'hui, vélo, liaison douce, est beaucoup plus, vraiment, je dirais, fait partie d'une étude beaucoup plus élaborée que la Prairie 1 d'ailleurs. Donc on voit bien l'évolution et la prise en compte des collectivités, notamment sur ces liaisons douces. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un quartier, un nouveau quartier, même une nouvelle voirie, sans réfléchir complètement aux liaisons douces. Je veux dire, ça serait complètement absurde, quoi. Voilà. Je crois que le quartier sera exemplaire. Alors, il est 9h10 et on pourrait continuer encore longtemps. Alors, il y a peut-être... Enfin, on va te laisser la parole, Gaël Tébédément. Mais juste, je vous annonce qu'on va bientôt terminer. Il y a peut-être encore quelques petits éléments à regarder. Je suis à votre disposition. Voilà. Non, mais... Est-ce que... Ouais. Ouais. Alors, Ganel, tu voulais... Oui, vas-y, puis on va conclure. Ouais, juste pour revenir aux zones commerciales, parce que... Oui, qui va à Cultura, parce qu'en fait, moi, je vais à la zone commerciale pour mes gosses, pour aller chercher des loisirs créatifs, parce qu'il n'y a pas ça à Compiègne. Donc, je vais à Cultura. Je maintiens que je veux y aller en vélo. Non, en fait, j'ai demandé en fait à l'ARC d'équiper, et puis au magasin Cultura d'équiper le parking d'Arceau Vélo, parce que dernièrement, ils nous ont mis une place handicapée. C'est très chouette, hein. C'est surtout très symbolique parce qu'il y a plusieurs handicapés qui vont à Cultura, mais il n'y a qu'une place. Donc il faut être un handicapé sportif quoi, pour se garer. Moi, quand j'y vais, en vélo, j'ai absolument rien pour me garer. Voilà. Donc j'ai demandé à Cultura, ils refusent parce qu'en réalité, ils ne sont pas propriétaires du foncier ni du parking. Donc c'est un gros groupe du coin qui détient tout ça, que j'ai contacté, je me dépêche. Et en gros, on m'a dit s'il n'y a pas de cyclistes, on n'équipe pas. Voilà. Donc c'est la réponse qu'on m'a fournie. L'ARC, pareil, ça les intéresse pas, c'est pas sur leur zone. Donc en gros, on est un petit peu embêté. Comment on fait pour résoudre ces problèmes quand on se retrouve face à des grandes enseignes qui peuvent pas, des groupes de fonciers qui veulent pas, et une agglo qui dit c'est pas mon problème. Donc voilà, moi j'ai bataillé avec ces trois interlocuteurs, ça se renvoie la balle et personne ne fait rien. Est-ce qu'on a une possibilité juridique d'agir et de faire installer quelque chose pour les cyclistes, pour les accueillir dignement? Après, j'ai envie de dire, la commune, c'est sur la commune de Venette. Donc c'est la commune de Venette qui, évidemment, ce type d'aménagement, j'ai envie de dire, c'est pas du type de l'agglo, ça peut être effectivement la commune de Venette, qui elle-même touche une taxe professionnelle. Donc j'ai envie de dire, ces petits aménagements, j'ai envie de dire, c'est un peu du domaine de la commune. Donc, sauf qu'au niveau de la communication, c'est quand même Compiègne qui met en avant et là, il faut toujours les Venette. Oui, non, mais je veux dire, en même temps, au lieu de se renvoyer la balle, non, mais je veux dire, il y a des sujets, que j'appelle perdre du temps. Et
Et alors que finalement, parfois, il suffit simplement que la commune s'engage, quoi. Je veux dire, c'est pas... Voilà, il y a quand même, en contrepartie, je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je veux dire que les communes, quand même, qui ont de la taxe professionnelle, notamment celle de Venette ou ailleurs, je veux dire, ça fait partie aussi des aménagements. Par exemple, là, on a un nouveau marchand de vélo qui s'est installé rue Molière, voilà, qui est là ce soir, et je suis ravi. Ben, on va lui mettre des arceaux devant chez lui. On va pas demander à l'agglo d'aller mettre des arceaux, quoi. Je veux dire, c'est aussi une question de bonne volonté de la commune. Voilà, c'est pas. Voilà. On va faire passer le message. Très bien. Et puis je salue notre premier marchand de vélo. Non, oui, on en avait eu un à l'époque, rue de la République, Alexandre. Voilà. Alors, on pourrait donc continuer longtemps, et on a dit qu'on allait terminer quand même à 1 heure limite. On arrive à l'heure limite. La suite. On va mettre à disposition la plupart des éléments que vous avez vus ce soir, en tout cas, tout un dossier qui vous permet d'aller voir ce qui vous intéresse sur l'étude, le diagnostic qui a été fait, et puis sur des points, je ne sais pas trop comment on a dit, des points structurants, des principes structurants, le Chaussy-Doux, la zone 30, les zones de rencontre, etc. Parce que c'est autant d'éléments qui ne sont pas figés aujourd'hui, mais qui peuvent être des éléments du futur schéma directeur. Et on vous propose, on vous incite à aller voir ce dossier pour arriver le 10 novembre avec des choses à dire. Bon, vous avez commencé déjà un petit peu ce soir, c'était un peu un tour de chauffe ce soir, c'était vous faire passer les infos, vous dire qu'elles vont être disponibles, mais le grand soir où on va pouvoir prendre en compte ce que vous dites pour que, oui le grand soir, pour que le schéma directeur intègre des choses, vous avez bien compris que c'était pas ce soir, on n'a fait aucun relevé ce soir de ce que vous avez dit. Donc c'est le 10 novembre qu'il faudra être là, et tant qu'à faire, en ayant lu les documents, parce que comme ça, vous partez de quelque chose de réel. Et l'idée, c'est que on a vu ce slide esquisse avec des axes et des possibilités. Eh bien, ça plus les différents éléments pédagogiques et qui pourraient faire partie d'un schéma directeur, plus votre connaissance de la topographie des endroits dangereux, des soucis que vous avez en tant que parent, en tant que vélo, en tant que cycliste, en tant qu'automobiliste. On a eu tout ça ce soir. Eh bien, vous venez avec. Et comme on l'a dit, vous venez avec 3 personnes chacun, il y aura un peu de monde. Et l'idée, c'est de pouvoir faire remonter et d'être le plus exhaustif possible pour que la finalisation du plan vélo soit effective, du schéma de mobilité douce, devrais-je dire. Voilà. Donc, je vais rendre la parole aux hôtes, mais en tout cas, voilà, on arrive au terme de cette soirée. Évidemment, on n'avait pu tout voir en détail, mais vous avez bien compris que ce n'était pas possible. Puis c'est pas le souhaitable, je pense que peut-être là il est temps de se reposer aussi. Donc vous aurez l'accès, la mairie communiquera sur l'accès au dossier, et vraiment, je le répète, faites de la pub pour la soirée du 10 novembre et celle du 7 décembre pour qu'on puisse avoir quelque chose de consistant pour faire avancer le sujet. Oui, c'est le taux de participation qui fera la qualité du travail, donc on est 50, c'est très bien. Mais on peut très bien, et on avait prévu une jauge à 150, donc n'hésitez pas à mobiliser 2 personnes autour de vous, la femme et les enfants. Vraiment, c'est comme ça qu'on pourra développer. La participation développe la participation. Idem pour le budget participatif. N'hésitez pas aussi à informer autour de vous, et c'est comme ça qu'on pourra développer cette démarche au sein de notre commune. Oui, alors surtout, si vous voulez continuer à participer à ce processus, oui. Juste pour faire venir des gens, on est plusieurs à avoir des enfants en bas âge, on nous dit de venir avec notre conjoint, etc. Mais alors, ils sont remuants. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné, si on veut faire venir des gens de notre catégorie d'âge, et pas forcément que des personnes âgées ou que des plus jeunes, d'essayer de prévoir quelque chose où on se dit, il y en a un qui peut venir et qui peut s'occuper des enfants dans la salle à côté, Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Au moins une crèche temporaire. Une crèche temporaire. Voilà. On pourrait mettre un Walt Disney à côté. Okay. Surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui ne le seraient pas encore. Bravo. Merci, bravo.